Dernier numéro de la saison dont refait la F1 et forcément c'est l'heure du bilan. Une année 2025 intense marquée par la domination de McLaren, parfois folle avec le retour surprise de Red Bull et souvent frustrante notamment pour Alpine et Ferrari. On revient sur les tops et les flops de nos fans du paddock de l'année, les moments qui resteront et on tente de répondre à une question simple mais explosive, qui est le meilleur pilote de la saison. Retour également sur le départ d'Helmut Marko de Red Bull, retraite méritée ou anticipée. Et enfin, un cap sur 2026, car la nouvelle réglementation va tout changer. Nouveau châssis, nouveau moteur, fin du DRS. Qui sont les favoris pour la prochaine saison? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles sur Apple Podcasts en version audio. Vous le trouvez également sur Spotify et Deezer. Roulement de tambour. Toutes les plateformes confondues, YouTube, Spotify, les extraits sur les réseaux sociaux, nous venons de dépasser cette année les 5 millions de vues. Merci à vous et on vous applaudit, mesdames, messieurs, bravo. Encore merci pour votre fidélité et on vous réserve une petite surprise en fin d'émission. Et puis, n'oubliez pas, à partir de la nouvelle saison, On refait la F1, ce sera comme cette année, chaque lundi soir, après un Grand Prix. Avec comme chroniqueuse cette semaine, une nouvelle venue depuis cette année, mais elle nous a porté bonheur. Et va défendre, elle a défendu avec brio l'écurie Red Bull tout au long de la saison. Justine Pélissian, alias DRS Queen. Salut Justine. Salut Olivier, salut à tous. Et je pense que c'est ma dernière émission sous ce pseudo, puisqu'on sait que le DRS va être nommé. Tu réfléchis là? Non, tu sais comment mais tu vas t'appeler l'année prochaine? La fin d'année porte conseil. Bon. Il est le recordman du monde des victoires du quiz F1. Fan malheureux d'Alpine cette saison, mais l'année prochaine, ça sera mieux, on l'espère. Guillaume Pommier. Salut Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors lui, par contre, il arbore un très large sourire, car son écurie fétiche McLaren a dominé la saison. Un passionné de F1, journaliste animateur reconverti dans l'entrepreneuriat et les startups, tech et IA, monsieur Gaël Pollet. Salut Gaël. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait trop plaisir d'être là pour cette dernière. Il ne quitte plus son pyjama tellement qu'il est désespéré. Notre tifosi, le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Don Camille. Salut Don Camille. Je ne sais pas si je vais te bénir. Je bénis tout le monde, mais alors toi, non. Ça, pas possible. Est-ce que le tocsin de l'église de Maranello, j'y suis arrivé, fonctionne encore? C'est peut-être ça un peu le problème. Ben oui, on est en pleine réparation, mais pour l'année prochaine, retiens le chiffre 6, 7, 8. 6, 7, 8. Oui. C'est quoi 6, 7, 8? C'est le projet Ferrari 2026. Ah, on en parlera 6, tout à l'heure. 7, 8. Oui. Et quant à moi, c'est la note sur 10, c'est pas terrible. quant à moi, je demeure un supporter de Fernando Alonso. Oui, l'année prochaine, c'est la bonne. Il va retrouver les sommets grâce à Adrian Newey. Vivement 2026. Allez, un mot au sujet de notre sponsor fidèle de cette émission. Il s'agit de Winamax, le site de paris en ligne. Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. C'est pour ça que Laurent Pantanage n'est pas avec nous cette semaine. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Radio check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec vos tops et vos flops de l'année. Alors mon petit Guillaume, quand tu auras fini de regarder mon prompteur et essayer de me remplacer, tu me feras 6, il attend. Moi je suis très ravi si quelqu'un présentait à ma place. On va commencer avec Justine, ton top cette année. Mon top de l'année, c'était une question qui n'était pas facile, peut-être pas très originale, mais c'est la deuxième partie de cette saison, après le Summer Break, parce qu'on avait, je trouve, qu'un début de saison qui était un peu plus insipide, qui était dominé par les McLaren, et au retour de cet été, on a eu une deuxième partie qui a été extrêmement serrée, notamment par la résurrection de Red Bull. Évidemment, moi, c'est quand même mon top, c'est aussi drivé par les performances de Max Verstappen. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette deuxième partie de saison qui a été beaucoup plus intense, beaucoup plus serrée que prévu. Et on en avait parlé cette saison qui était quand même assez hétérogène en termes de podium, en termes de personnes qu'on met dans le top 10. Et voilà, je trouve que c'était vraiment, au final, on s'est bien amusé. Elle a été très riche. Et même si Max est passé très, très proche d'un 5e titre, j'en garde un très bon souvenir de cette deuxième partie de saison. C'est une saison paradoxale pour Red Bull. C'est vraiment très difficile en début de saison. Elle s'est rattrapée. Elle est revenue
pour terminer 3e au championnat constructeur à 451 points au total. Donc, Camille, c'est également ton top, je crois. Max Verstappen. C'est de loin peut-être la meilleure saison alors qu'il n'est pas champion cette année de Max. Je dirais que Max, il est devenu adulte, il s'est séparé de son père, il n'a plus la même attitude. Pour quelqu'un qu'on surnomme le père, donc Camille, c'est quand même assez paradoxal. Ouais, mais enfin, le père, donc Camille, on n'a jamais été l'ami de Monsieur Jos. Jos Verstappen, il ne devrait d'ailleurs peut-être pas être en liberté aujourd'hui. Mais bon, passons. Non, ce que je veux dire, Max a été étonnant. Il est devenu beaucoup plus réfléchi, responsable, maître de son art, parce qu'il y a eu un nombre de départs incalculables qui étaient juste parfaits. On n'est plus dans... c'est arrivé comme ça, non, c'est systématique. Il a été, je dirais, en même temps, avec beaucoup plus d'humour qu'avant. Donc, je dirais que oui, il a grandi, il a vraiment grandi. Est-ce que c'est aussi son aventure extra-sportive? Je n'en sais rien, mais il est très différent et j'ai beaucoup apprécié. Et puis alors, la remontada était juste exceptionnelle, quoi. On va en parler de la remontada parce que c'est le moment que tu as choisi de l'année, que tu retiens de l'année. Justine, juste un mot sur l'équipe Red Bull avec le fan de McLaren. Ce qui est vraiment, on sent vraiment que... on parlera dans les flops tout parce à que moi, l'heure, c'est mon flop sur il y a un moment charnière. Mais il y a quand même un moment charnière, c'est que Red Bull, depuis 2 ans, sait y faire pour le storytelling. Et il nous raconte des histoires sur chaque saison. L'année dernière, c'était l'affaire Horner avec ses histoires de MeToo et autres. Est-ce qu'il a... Horner Gate. Voilà. Et là, cette année, c'est carrément l'éviction de Christian Horner, l'arrivée réussie de Laurent Micky. Et on a 2 saisons pour Red Bull, vraiment, celle où on a encore Horner qui, quand même, passe beaucoup, depuis 2 ans, de temps, plutôt qu'à diriger l'écurie, à faire de la politique et du business. Et puis, d'un seul coup, il dégage. Et là, Laurent Micky arrive en provenance de Racing Bull. Et force est de reconnaître que c'est à ce moment-là que les résultats s'améliorent. Et le coup de balai est loin d'être terminé, parce qu'on va parler d'Helmut Marko qui s'en va dans le second chapitre de cette émission. Une petite réaction à ce retour en grâce, je dirais, de Red Bull. C'est rare qu'une écurie arrive comme ça à se transformer en cours de saison avec une réglementation où on a très peu de marge de manœuvre, Guillaume. McLaren l'a fait en 2024. Oui, ils étaient presque derniers du plateau et ils sont remontés premier ou deuxième la lutte avec Red Bull. C'était surprenant. Ça coïncide effectivement un peu au moment où Horner est parti et Mekies est venu. Je pense que la saison aurait été pertinente, même sans le retour de Red Bull et de Max, parce qu'il y avait quand même un vrai duel entre les 2 McLaren. Et donc, on n'était pas dans une saison à la 2023 où un pilote sur une écurie dominait outrageusement la concurrence. Donc, ça a donné un petit peu de piment en plus à la fin de saison. Là, je rejoins tout à fait ça a élevé le niveau. Voilà, Justine et Alain. Et Verstappen a été effectivement formidable. Mais la saison aurait été palpitante jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, même sans ça. Tu profites qu'il n'y ait pas Laurent cette semaine pour t'apporter la contradiction. Tu as bien raison. Alors, Justine, quel est le moment que tu gardes en mémoire cette saison? Alors moi, il y a un moment, c'est évidemment la remontée exceptionnelle de Max Verstappen quand on était au Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. Il est parti des stands, il n'avait pas réussi à passer la Q1, c'était horrible pour lui. Il avait une voiture qui fonctionnait vraiment pas, donc l'écurie avait énormément retravaillé la voiture. Et il a fait un Grand Prix qui était extrêmement agressif, très bonne stratégie, et il s'est hissé podium top 3. Il a terminé 3e. Et je pense que ça a vraiment marqué... Enfin, pour moi, c'était marquant, évidemment, pour lui aussi. Mais je pense que ça a vraiment redonné encore une dynamique extrêmement forte dans l'équipe. Et ça a montré à quel point c'est un pilote qui est ultra résilient. Quand il n'a pas une voiture exceptionnelle sur laquelle il peut compter, il arrive quand même à en tirer le meilleur. C'est vraiment... il me bluffe. Pour moi, c'est un pilote exceptionnel qui arrive à transformer par un camion ou un tracteur. Mais là, la voiture était vraiment pas au top. Et... je garde vraiment ce souvenir en tête et c'était vraiment une très belle course. Et là, je pense que c'est quand même revisiter un peu l'histoire parce que en vrai, c'est juste qu'ils s'étaient plantés aux qualifications dans les réglages de la voiture. La voiture était très bonne. Ils sont juste complètement plantés. À sa demande à lui, c'est lui qui avait demandé pour essayer de chercher les trucs. Heureusement, ils ont bien retravaillé la voiture. Ils sont revenus avec une voiture qui était probablement la meilleure du circuit. On a bien le storytelling chez Red Bull. On me souffle en tout cas, il a terminé 3e en partant des stands et ça, pour moi, c'est quand même une des remontées les plus exceptionnelles de cette saison. On me souffle dans l'oreillette que la remontada de Max au Brésil, la remontada de Max sur la saison, c'est également le top d'Éric Bouillet qui est absent cette semaine. Donc, Camille, quel est votre moment que vous garderez de cette saison? Un dépassement, une pénalité, que sais-je, une qualification réussie de Ferrari, voire des points, vous montez sur un podium, je ne sais pas.
Il y a l'acte manqué de Ferrari, Lewis qui gagne le C'est ça que tu gardes sprint la à Shanghai. saison. C'est positif, dis-moi. Oui, mais bon, et et après c'est plouf, quoi. Donc c'est ça, le truc positif. on y a cru. Donc c'était un grand moment, mais il y en a eu plein d'autres. Une chose qui est claire, je ne suis pas le raisonnement de Guillaume, mais je suis sa tête de chapitre. On a eu une saison exceptionnelle à tout niveau, vraiment à tout niveau. Ça a été une bagarre, mais complètement dingue. C'est la fin d'un cycle, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. On verra ce que l'année prochaine nous réserve. Fin d'un cycle, tout était resserré. Enfin, imaginons le nombre de grands prix où la grille à la Q1 se tient en 1 seconde, quoi. Ça a été effarant. Revoyons la Formule 1 il y a 30 ans, ça n'avait rien à voir, quoi. Les gens terminaient à 2 tours. Là, non. Donc, Il n'y a pas besoin de remonter aussi loin. Hein. Oui. Tu regardes Lance Stroll, c'était... Non, mais Voilà, souvent, en fin d'ère réglementaire, les écarts sont resserrés et ça fait du bien à la Formule 1. En général, ça se passe comme ça. On va voir l'année prochaine, mais ce qui effectivement, m'inquiète un peu pour l'année il est prochaine. peu probable qu'on retrouve les mêmes écarts l'année prochaine. Alors, Guillaume, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous donner ton top de l'année? Oui, alors moi, mon top, c'est la résilience de Lando Norris. Et pourquoi? Parce que le dimanche 31 août, dans l'après-midi, on est aux Pays-Bas à Zandvoort, et Lando Norris, en fait, casse son moteur. Enfin, il subit une casse moteur. À ce moment-là, il est deuxième, derrière son coéquipier Oscar Piastri, qui mène le Grand Prix. Et puis, je me souviens qu'il reste de longs moments au bord de la piste, prostré, avec son casque sur la tête et presque les mains, en fait, collées sur ce casque. Et pour moi, c'est un des moments forts de la saison. Parce que Norris se dit peut-être à ce moment-là qu'il a perdu le titre, ou en tout cas qu'il a perdu de fortes chances d'être titré. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est le 31 août, il a 34 points de retard sur Oscar Piastri. Et je pense que peu auraient pensé qu'il pouvait renverser le championnat à ce moment-là. Il reste quoi? Je crois qu'il reste 8 Grands Prix, peut-être, un truc comme ça. Moi, j'y croyais. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il aurait pu, en fait, un peu laisser tomber, un petit peu plonger. C'était tout le contraire. Il a changé des choses dans sa préparation. Il a abordé les week-ends différemment. Et il a su grignoter, Grand Prix après Grand Prix, des points sur Piastri, refaire son retard, terminer la saison de manière flamboyante et finalement décrocher le titre. Et je pense que la qualité, évidemment au-delà de son talent, la qualité qui l'a aidé, c'est la résilience, ne pas lâcher, savoir changer des choses, s'améliorer. Et c'est aussi pour ça qu'il mérite grandement son titre. Donc Camille, vous vouliez rajouter quelque chose? Disons que Laurent n'est pas là, je vais donc prendre sa place quelques secondes, sans sa maîtrise bien entendu, mais franchement, qu'il ait eu de la résilience chez Lando, oui. Qu'il se soit concentré sur le sujet et qu'il se soit amélioré, oui. Mais pour le reste, il était grandement aidé par la stratégie des Papaya Rules et surtout ceux qui avaient derrière les Papaya Rules et l'aide de son manager, ne l'oublie quand même pas, qui est Zak Brown. Alors, on va revenir sur cette petite polémique qui est le meilleur pilote de l'année, mais dans un instant. Mais concrètement, quel est le moment que tu gardes en mémoire cette saison, Guillaume? Moi, le moment que je garde en mémoire, c'est le Grand Prix de Budapest. Bon, c'est un peu facile pour moi parce que j'y étais. J'ai eu la chance d'assister au Grand Prix de Hongrie. C'est vraiment différent de vivre un Grand Prix au bord de piste plutôt qu'à la télé? Totalement. Alors bon, moi c'était pas ma première fois. J'avais déjà eu la chance d'assister à un Grand Prix quand j'étais enfant avec mes parents à Manicourt. On voit tes images. Là, exactement. Tu bien placé, mon salaud. Ouais, j'étais bien placé. Donc j'ai eu de la chance et merci à tous ceux qui ont contribué aussi à rendre ce moment possible. Ils se reconnaîtront. Donc oui, non, j'ai assisté en fait aux essais libres, au qualif et à la course. Donc vendredi, samedi, dimanche. J'ai été positionné effectivement sur la ligne de départ-arrivée, un peu après le dernier virage en Hongrie. Et bien sûr, c'est différent. En fait, Grand Prix de Budapest, en plus, c'est un Grand Prix historique. On connaît tous ce Grand Prix et pouvoir y assister, voir en fait vraiment de très près ce qu'on a l'habitude de voir à la télé, c'est évidemment un moment exceptionnel. L'ambiance aussi, beaucoup d'ambiance derrière les tribunes avec tous les fans. C'est un truc super à vivre. Et honnêtement, oui, bien sûr, je garde un super souvenir. En plus, on va dire, Norris avait gagné ce Grand Prix juste avant la trêve estivale. Pour faire plaisir à Don Camillo, Leclerc avait fait la pole
Il avait fait un super premier relais avant de s'effondrer sur la deuxième partie de course et avec beaucoup de messages un peu difficiles à la radio pour son équipe, on s'en rappelle. Déjà. Et il y avait aussi une bagarre avec Piastri, entre Piastri et Norris. Je pense que vous vous rappelez peut-être à la fin de la ligne droite, quand Piastri freine et il percute presque Norris. Donc ça a été un super week-end, un super Grand Prix. Moi, j'en garde. Même Fernando avait super Exactement. bien Mais c'était marché, génial. cinquième. Et je conseille à tous ceux qui peuvent, qui ont la chance de pouvoir le faire, parce qu'effectivement, les prix c'est pas donné. Donc, en tout cas, si vous pouvez le faire, si vous avez la chance de le faire, évidemment, c'est génial. Gaël, ton top de l'année. Mon top, c'est facile, c'est McLaren. Sans surprise. Qui a fait sans surprise, mais qui a fait quand même une année absolument exceptionnelle. Deuxième année consécutive qui sont champions du monde de constructeurs. Et rappelons-le, on n'est pas dans une écurie officielle. C'est pas l'écurie Mercedes, c'est pas l'écurie Mercedes, c'est une écurie privée avec un moteur client. Donc c'est assez exceptionnel puisque c'est extrêmement rare en Formule 1 qu'une écurie qui ne soit pas une écurie d'usine gagne le championnat du monde. Ils ont été irréprochables tout au long de la saison. La stratégie a été bonne, en tout cas super bonne au début. Ils ont pu se permettre le luxe quasiment à mi-saison d'arrêter le développement. Donc on peut imaginer qu'ils sont super bien avancés sur le développement de la voiture 2026. Ils ont en tout cas sur le papier essayé de maintenir une certaine équité entre leurs pilotes. Alors oui, bien sûr, Norris, c'est le petit bébé de la maison, il est choyé depuis le début, etc. Son papa a mis tellement d'argent aussi dans l'écurie à une époque qu'on peut comprendre qu'on fasse un petit peu attention à Norris. Après, les deux pilotes sont quand même, si on regarde, super bien payés par McLaren. De ce côté-là, ils sont traités de manière égale. Et je pense que ça, c'est un truc dont on parle jamais, mais c'est l'une des seules écuries où les deux pilotes gagnent sensiblement le même salaire. Et ça, c'est assez rare en Formule 1 pour qu'on le signale. Donc franchement, c'est une écurie qui, en termes de marketing, assure. Ils ont vraiment tout défoncé, sportif et marketing. Tu disais doubler titre constructeur, titre pilote, titre constructeur très confortable, mais titre pilote, ils se sont fait quand même un petit peu peur. Les Papaya Rules, concrètement, avec le recul, est-ce qu'ils c'était bien raisonnable? Mais c'était super raisonnable. C'est les préférés de Liberty Media, McLaren. Ils ont réussi à faire, alors que cette saison s'annonçait catastrophique sur la fin, on allait s'ennuyer avec un titre pilote qui aurait pu être gagné peut-être 2 ou 3 Grands Prix avant la fin. On a ce truc fantastique de Las Vegas où d'un seul coup, le plancher, est disqualifié, on remet tout à zéro. Après, on fait une erreur de stratégie que même mon fils de 9 ans n'aurait pas fait au Grand Prix du Qatar. Et boum, on ramène du suspense jusqu'au bout. Et malgré tout, on gagne. C'est juste c'est justement, quand tu dis que c'est parfait, je pense que c'est justement les deux, on va dire, les deux erreurs qu'ils ont faites, c'est Las Vegas. Là, quand même, ça aurait pu leur coûter beaucoup plus cher que ça. Et le Qatar. Le Qatar, on peut leur pardonner un peu plus, parce que le Qatar, quand tu es en position de leader, c'est compliqué, tu vois, de prendre le risque. Et en plus, tu voulais pas forcément avantager Piastri ou Norris. Donc, tu peux comprendre que c'est dur à prendre cette décision et que c'est rapide. Par contre, effectivement, Las Vegas, ils auraient pu faire perdre le titre à Norris sur ça. Alors, juste une toute petite précision, je suis d'accord sur le fait de ne pas vouloir avantager l'un ou l'autre. Par contre, en position de leader, si tu réanalyses les faits, ils n'avaient pas d'autre solution que ils auraient dû s'arrêter. Dès l'instant où ils s'arrêtaient pas, c'était sûr de perdre. Mais par contre, effectivement, est-ce que l'hésitation, c'est juste pour pas défavoriser l'un ou l'autre, ou pour maintenir le suspense jusqu'au bout et être le préféré de Liberty Media? On le saura jamais. Donc Camille, avec le recul, pour ou contre les Papaya Rules? Moi, je crois que c'est du marketing, en fait. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Je suis pas sûr. En même temps, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Je l'ai dit la semaine dernière, non. Je l'ai expliqué avec force argument. Tu peux le répéter, parce que tout le monde n'a pas vu l'émission la semaine dernière. C'est le traitement différent selon qu'un ravitaillement réussit ou pas. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, non, mais il est sur une autre stratégie. Je parle de l'Autriche. Donc voilà. Non. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Piastri pour s'effondrer à ce point sur la dernière partie de la saison. Je ne vois pas, et je pense que lui ne voyait pas non plus. Notre ami Mark Webber non plus, son agent. Donc voilà, je crois que... Et clairement, Zak Brown, ce n'est pas un enfant de cœur, d'ailleurs comme aucun patron d'écurie de Formule 1. Et oui, pourquoi pas privilégier son propre pilote, quoi. Voilà. Donc moi, Papaya Rules ou pas, c'est un joli mot, hein.
Justine, quel est ton sentiment sur ces Papaya Rules? Est-ce que finalement il y avait une telle équité, vraiment une inéquité entre les deux pilotes? Je sais pas, parce que je pense qu'il y a plein de biais humains, comme on le rappelle. Il y a beaucoup de facteurs qui ont été pris en compte. Mais si on pense à la direction d'une entreprise, au management, quand on regarde aujourd'hui, si on compare dans le CAC 40 ou quoi, ça doit être tellement difficile de privilégier un collaborateur ou une personne versus une autre. Donc Et en plus, ça quand arrive tout le temps, tu rigoles, ça arrive quoi. tout le temps, mais normalement, c'est pas dicté par des règles. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'encadré qu'on assume. Bah, donc c'est justement. plutôt implicite. Donc là, c'est peut-être ce qui s'est passé, mais en tout cas, de manière explicite et visible, c'est pas du tout ce qu'ils ont prôné. Ils ont dit, nous, au contraire, on veut pas prendre de décision. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vois la performance et la non-performance des pilotes, ils ont quand même fait des chaises musicales en fonction de la temporalité dans la saison. Il y en a un qui performait mieux en début, il y en a un autre qui performait mieux à la fin. Au milieu, c'était un peu... Donc en même temps, qui est-ce que tu aurais favorisé au début? Tu aurais parié sur un cheval qui se serait peut-être écroulé, ou alors tu aurais parié... Enfin, tu vois, je ne sais même pas s'ils auraient parié sur le bon cheval. S'ils avaient parié dès le début sur le premier, au final, est-ce qu'il aurait réussi à gagner? C'est des questions, il y a plein d'hypothèses. Ce que soulève donc Camille, c'est la je suis soudaine d'accord. baisse de perf de Voilà. Est-ce que c'est dû à ça? On ne le saura Piastri, jamais. qui est quand même assez difficile à comprendre. Ça peut être juste une baisse de perf à cause de sa fait qu'il a pas perception. été- exactement. Il a eu, Ça, je suis d'accord avec toi. lui, le ressenti de ne pas être soutenu. Le Et retour du bâton. ça peut vraiment casser une dynamique positive quand on a l'impression qu'on est trahi, qu'on nous aide Il pas, avait une etc., large sans que ce avance, soit hein. réellement le Je cas. suis d'accord. Ouais, dans ce cas-là, il serait resté écroulé toute la fin de la saison. Alors qu'il est Or, revenu. comme par hasard, quand Norris repasse devant, ça va mieux. Quand même bizarre, quoi. Quand est-ce que ça devient patent? C'est quand on regarde, on fait un rétro-planning et qu'on se dit, à partir du moment où il y a eu 34 points d'écart, là, il s'est passé quelque chose. Et de manière flagrante, à Monza, enfin là, personne ne peut comprendre un truc pareil. Voilà. Et puis, comme par hasard, les 2-3 derniers Grands Prix, hop, il est reparti, ça va mieux. Bah oui, Norris a pris les devants. Donc voilà. Alors, Guillaume, vraiment pour conclure, mais vite. Juste avec tout le respect que j'ai pour Alain, je suis en désaccord avec lui. Alors, je vais pas revenir sur Monza parce que j'ai déjà expliqué mon argumentaire la semaine dernière. Donc, je renvoie les spectateurs vers l'émission de la semaine dernière où j'explique dans le détail, en fait, précisément pourquoi à Monza, il s'est absolument rien passé de non pertinent et que Norris méritait de retrouver sa place. Donc, ça, je les renvoie vers l'émission. Et pour le reste, en fait... moi, je trouve que c'était très bien de mettre les Papaya Rules. Je pense qu'elles ont été respectées. Même si on peut penser effectivement que Norris, qui est un peu un McLaren baby, a été un peu... McLaren préféré qu'il soit champion du monde, c'est possible. Mais en tout cas, en piste, il n'y a eu aucun avantage pour Norris par rapport à Piastri. Comment on peut expliquer la baisse de performance de Piastri? C'est très simple. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension dans le sport qui est hyper importante qui s'appelle la confiance. Et c'est super fragile dans le sport. Norris, d'ailleurs... il a subi quelques fragilités en début de saison par rapport à Piastri que tout le monde disait avec un énorme mental d'acier et on disait que c'était vraiment ce qui manquait à Norris pour être un jour champion. Il a réussi, comme je l'expliquais avant, à changer les choses pour rétablir en fait sa confiance et plus de force dans ses week-ends. Peut-être que c'est à ce moment-là où Piastri s'est dit 34 points, peut-être la peur de perdre. Peut-être il s'est un peu... lui aussi, il peut avoir subi une baisse de confiance. Et il y a aussi un autre facteur qu'on n'a jamais mentionné ici, et je pense qu'il faut le rappeler. En fait, Piastri, il souffre sur certains circuits où il y a un manque de grip. Et ça, en fait, c'est connu. Déjà, les années précédentes, il était moins performant sur ces circuits-là. Donc, c'est le Mexique, c'est les États-Unis, parce qu'il y a moins de grip. Donc, on peut aussi penser que certains circuits correspondent mieux à Norris et moins à Piastri. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a une baisse de niveau. Ouais. Voilà. En tout cas, des circuits un peu plus difficiles pour les réglages. L'explication, en fait, que c'est McLaren qui a un peu presque bidouillé la voiture de Piastri pour lui faire perdre un peu de vitesse, c'est un peu facile, quoi. On n'a pas dit ça. Mais c'est ce que Ferrari a fait toute l'année pour ralentir Hamilton, en fait. On va en parler dans un instant. Le quart d'heure Ferrari va arriver. Les amis, question simple, vraiment une toute petite question. T'as pas fait le meilleur moment de Gaël encore? On va le faire. Okay. Les amis, question simple. Quel est le meilleur pilote selon vous de la saison 2025? Rien que ça. On commence avec... Donc, Camille, quel est le pilote que tu mettrais sur un piédestal cette saison? Ma réponse est évidente, c'est Max. Voilà, Max est au-dessus des autres. Il y en a un qui m'a étonné cette saison-ci, et je l'ai dit la semaine dernière, c'est Charles. Malgré ses petits coups de pleurs, ses pleurnicheries, franchement, il a montré qu'avec une voiture extrêmement difficile, il était capable de faire des choses exceptionnelles. Voilà. Mais Max, de toute façon, je mettrais Lando au même niveau qu'un George Russell, et pas au-dessus. Oscar, quand même. Oscar Piastri. Et Oscar, je le ce n'est mettrais que au sa même niveau que troisième Charles. saison. On l'oublie Non. aussi. Et contrairement à ce que dit Guillaume, il faut arrêter cette histoire de circuit sans grippe. Regarde l'évolution d'Oscar en 3 ans. Parce que ce gars-là, c'est sa 3e année de Formule 1. Il n'a pas arrêté de progresser en 3 ans. Et l'année prochaine, on ne sait pas où sera McLaren, on ne sait pas où sera Ferrari ou les autres, mais je pense que Lando là va franchement souffrir s'il ne se fait pas aider comme cette année-ci.
Gaël, on continue avec toi. Quel est vraiment le pilote que tu mets sur un piédestal cette saison? Alors, moi, j'ai un principe assez simple. Le meilleur, c'est celui qui gagne. Donc, pour moi, cette année, le meilleur, c'est Norris. Le meilleur pilote dans l'absolu, à l'heure actuelle, sur la grille, je pense que c'est effectivement Verstappen à l'instant T. Mais le meilleur de la saison, c'est Norris. Il a gagné. Ok. Justine? Max Verstappen pour moi. Pour moi, ça reste le meilleur pilote indéniablement aujourd'hui dans la grille qu'on a actuellement. J'ai la même réponse que Gaël. Pour moi, le meilleur de l'année, c'est Norris parce qu'il est champion du monde. C'est très simple. Mais effectivement, le pilote le plus abouti, le plus mature, on va dire le meilleur pilote globalement sur la grille aujourd'hui, le plus complet, c'est Verstappen. Il est 4 fois champion du monde. Voilà. Pour l'instant, c'est lui le meilleur. Vous comprenez rien à la Formule 1. On verra comment sera Verstappen à 42 ans, s'il sera toujours en Formule 1. Comme C'est Alonso, toi, c'est ça? Évidemment. Vous avez vu ce qu'il arrive à faire par rapport à son coéquipier Stroll. Bon. Gaël, on revient à toi. Quel est ton moment le plus intense de cette saison que tu garderas dans ton moi, cœur? pour moi, le moment le plus intense, et c'est pas un moment heureux, c'est le Grand Prix d'Espagne. Parce que c'est le comportement inadmissible de Verstappen, que moi, personnellement, je vais comparer ça au coup de boule de Zidane en finale de la Coupe du Monde, quoi. C'est un truc qu'un champion de ce niveau-là ne peut pas se permettre. Je rappelle, restart à quelques tours de l'arrivée après la safety car, premier accrochage avec Russell, Verstappen sort large et re-rentre sur le terrain devant Russell. L'écurie lui demande de rendre sa place, ce qui est logique puisqu'il a gagné une place en sortant. Et là, il commence à ouvrir la porte et d'un seul coup, il referme et il va taper Russell en latéral. Juste ça, mais même en formule de promotion, c'est pas acceptable. Et quand on est un modèle, quand on est quelqu'un qui représente à ce point les valeurs du sport auprès de la FIA, c'est totalement inacceptable. Et je reste persuadé qu'il aurait dû avoir un drapeau noir ou quelque chose de plus que les 10 secondes qui l'ont ramené de, je crois, de la 5e à la 10e place au classement. Voilà, ça c'est vraiment une très grossière erreur. Lui-même a fini par reconnaître ensuite que ça n'aurait pas dû arriver. C'est ton moment le plus fort de la saison. Ouais, parce que ça fait mal, ça fait mal. C'est vrai que ça entache un petit peu la réputation de Max. Donc Camille le soulignait à l'instant, il s'est assagi cette saison, mais là il a pété un câble. Mais je suis d'accord, il a des dualités, parfois il y a des incohérences dans son comportement, où il peut être d'une maturité mais exceptionnelle, mais c'est vrai qu'en tant que fan, quand tu le regardes chaque week-end, tu as toujours cette crainte qu'il y a un petit démon qui ressort, un côté hyper impulsif, une prise de risque inutile, et qu'il aille chercher un peu trop loin. Et d'ailleurs, je suis très contente qu'au dernier Grand Prix, il n'y ait pas eu d'accrochage ou il n'y ait pas eu pire, parce que c'est vrai qu'avec lui, il y a quand même cette tendance, et je te rejoins, c'était inutile, c'était déplacé, c'était nul pour lui, enfin ça servait à rien. En fait, c'était pas nécessaire. Mais là, je peux pas le défendre. Malheureusement, il a reconnu ses torts et parfois, il faut qu'il ait ce grain un peu. Il va trop loin. Et Après, pour le coup, c'est une tendance baissière. C'est-à-dire que comme c'est dit ça, Alain, c'est très bestial. il est un peu plus bestial et bestial. baissière. Il est un peu plus adulte. C'est-à-dire que des choses là, il était capable d'en faire un peu plus avant. Oui. J'ai pas trop de souvenirs d'un autre pétage de plomb de Verstappen cette saison. Il a été très mauvais. Parce qu'il était dans une spirale positive, il a commencé à gagner. Mais là, après il a été cet titi épisode-là. et Russell, il rappelle le contexte avec Russell. Russell. Tous les syndromes du mauvais perdant, quoi. Ouais. Alors, moi, je veux bien, mais Ça on essaye d'apprendre Guillaume à les enfants à se battre. Rappelle le contexte avec Russell aussi. Tu vois, il y avait tellement de tension avec Russell aussi. On parle de Russell. C'est-à-dire que hors du paddock, enfin dans le paddock aussi, il y avait énormément de tension avec les deux qu'il aurait pilotes. peut-être pas fait à Norris. Il l'aurait pas fait à Norris, là, c'est parce qu'il en pouvait plus. C'est parce que Russell est le seul à mettre depuis plusieurs années le doigt sur le fait que Verstappen se comporte très souvent mal en piste, joue un peu au dur et essayer de tirer Russell se plaint surtout et sur tout le monde. Attends, c'est pas possible, quoi. Surtout sur Verstappen, quand même. C'est vraiment un truc entre les deux. Ceci étant, c'était un peu préparé avec Charles. C'est vrai qu'il n'a rien fait. Donc là, il y a un antagonisme entre Russell et Max. Et je trouve que Max a raison. Alors moi, j'avais plutôt une réaction épidermique ces dernières années envers Max, parce que je considérais que par moments, il était un peu trop dur, un peu trop sale en piste, malgré tout le talent exceptionnel qu'il pouvait avoir. Et cette année, moi, je suis devenu fan, de par de cette résurrection qu'on a assistée depuis la mi-saison. Le côté un peu assagi, à part ce côté obscur qu'on a vécu en Espagne, le côté Mad Max qu'on a vécu en Espagne, vraiment, il m'a enchanté cette saison et je suis devenu un fan. Même lui le reconnaît que beaucoup de haters dont je faisais partie, de Max, sont devenus des fans aujourd'hui. Ouais, c'est marrant. Et puis, s'il fallait retenir une chose pour cette saison de mon côté, c'est l'année exceptionnelle, l'explosion des rookies qu'on a vécu. Ouais. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Olivier Biermann. C'est le rookie de l'année pour moi. Il a dominé Ocon chez Haas, même si Ocon est bien revenu lors du dernier Grand Prix. Son meilleur résultat, c'est un P4, 40 points au championnat, mais vraiment.
Pour moi, c'est le futur de Ferrari. Vous l'avez là, donc, Camille. Pour moi, on a assisté au meilleur, certainement la meilleure génération de rookies depuis longtemps en F1. Bien sûr, il y a Isaac Hadjar, Guillaume, qui a super bien fonctionné, à tel point qu'il va finir chez Red Bull, chez Racing Bull. Et puis, il y a eu aussi Gabriele Bortoleto, qui est plutôt une bonne surprise également. On avait oublié que Gabriele Bortoleto avait gagné toutes les formules de promotion auxquelles il avait participé. Et surtout Antonelli. Moi, il m'a plus rassuré, Antonelli. J'étais un peu pour moi, c'est une confirmation. Qui a un peu le moins impressionné, parce qu'il avait quand même le meilleur matériel avec la Mercedes. Peut-être le plus de pression. Et que ça a été un peu irrégulier. Il a eu un gros moment de trou. Alors, il n'a pas fait une mauvaise saison. Mais avoir en 2026, c'est le plus exposé, dirons. Moi, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. C'est vrai. De très loin le plus jeune. Et il avait beaucoup roulé. Il était une exposition énorme. Il est dans un top team, quoi, direct. La pression est énorme. Alors par contre, il a eu, c'est vrai, c'est celui des 4 qui a eu le plus d'entraînement à la F1 avant la saison. Ils lui ont payé des tours sur tous les circuits, un peu à la façon Norris avant qu'il arrive à la Formule 1. Donc il était bien mieux entraîné que Hadjar qui découvrait le volant de il fait une saison exceptionnelle, Antonelli, terminé dans le top 10. Peut-être pas. Il fait une bonne saison. Du gamin, c'est la pression que t'as. Il a une Mercedes quand même. Non, mais quand tu vois Yuki Tsunoda avait. Et que là, on a un gars qui débute au volant d'une Formule 1, arrive à de résultats. Tous les 4 sont bluffants d'adaptation. Pour moi, il a fait une bonne saison. Donc, Camille. Quant au trou, c'est simplement parce qu'ils ont fait machine arrière sur la suspension. En fait, pendant toute une partie de la saison, ils avaient fait une évolution de la suspension. Ça a été la cata pour Kimi. Moins mal pour Russell parce qu'il a toute son expérience et puis je crois que j'aime pas du tout, mais c'est un pilote qui est sous-estimé. Donc voilà, George s'en est mieux tiré que Kimi, mais dès qu'on a refait machine arrière chez Mercedes pour remettre les anciennes suspensions, paf, Kimi est revenu. Donc très bonne saison et comme on dit tous, le gars c'est le plus jeune de la grille. Puis 3 podiums, c'est bien pour finir la saison, donc ça rassure. Moi je dis chapeau. Pour moi c'est vraiment l'avenir de Mercedes, c'est clair. On verra ce que fera Max en 2027. Et puis j'ai une pensée quand même. Un autre moment fort de la saison, c'était avant même le début du premier Grand Prix, c'était la sortie de piste. Souvenez-vous d'Isaac Hadjar sous la pluie, désespéré, en pleurs, qui rentre à pied effectivement dans le paddock, qui est consolé par le papa de Lewis Hamilton. C'était une image de l'année également. Et il a fallu s'en remettre de ce moment-là, et il a eu cette force mentale, Isaac Hadjar, notre rookie français, de se remettre de ce moment-là. Donc vraiment, les rookies qu'on a cette année sont exceptionnels. On enchaîne avec vos flops, et on commence avec Justine. Mon flop de cette année, c'était un peu globalement Red Bull, la condition qu'il y avait, on en a déjà parlé, avec beaucoup de chaises musicales, de scandales avec Horner, avec Marco qui vient d'annoncer aussi, qui vient d'être on va en parler. Entraîné vers la fin. Et des turnovers avec des ingénieurs qui partent. On a vu, il y a la fuite des cerveaux, comme on en parle depuis longtemps. Et aussi au niveau des baquets, on a commencé avec notre Liam Lawson, qui était quand même le co-baquet de Max, qui a fait 2 courses, ensuite qui a été très rapidement remplacé par Yuki Tsunoda. Donc, et au final, qui n'a quasiment pas marqué de points. Donc c'est encore extrêmement décevant. Encore une année en fait monopilote, même si Red Bull se classe dans les tops des constructeurs de cette année. Je trouve ça hallucinant qu'on n'arrive toujours pas à avoir un deuxième pilote. Avec un seul pilote. Donc c'est très décevant à 2026. Avec Isaac Hadjar, il y a peut-être des promesses, il y a peut-être de l'espoir, mais j'espère que ça va pas le briser, comme on a vu beaucoup de destins brisés, notamment celui de Gasly, de Perez, qui ont été quand même assez cassés par cette écurie. Gasly, Albon, Perez, je compte pas Ricardo parce qu'il est parti son propre chef, mais quand même. Et là, maintenant, Tsunoda, ça fait beaucoup quand même de second. Il va rester pilote de réserve. On va quand même voir si le rôle de Klein était important là-dedans. Parce qu'on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'était au niveau du team management qu'on avait décidé de miser exclusivement sur Verstappen? Parce qu'on a beaucoup entendu, on en a déjà parlé plusieurs fois, qu'ils n'avaient pas la même voiture. De Horner, pourquoi j'ai dit Klein? Oui, de Horner. Et là, avec Laurent Mekies, ça va à mon avis changer. Là, avec Laurent Mekies, on va voir s'il y a un changement. Est-ce que c'est une vraie philosophie générale qui est immuable, ou est-ce qu'on a quand même aujourd'hui commencé, je pense que Laurent Mekies essayait vraiment d'aider Yuki Tsunoda. On le voyait quand même, il essayait de mettre en confiance Yuki. Il n'a pas eu le temps. Je pense qu'il n'a pas eu le temps. Comme on a dit la semaine dernière, l'avantage d'Hadjar, c'est qu'il va débuter au moment d'une nouvelle ère réglementaire. Donc ça va quand même l'aider parce que Verstappen n'aura pas forcément autant d'avantages dans la connaissance de la voiture qu'il aurait eu avec cette réglementation-là. Et il connaît bien Mekies. Et puis je pense qu'un c'était son team principal chez Racing. Deuxième chose, c'est Laurent Mekies, effectivement. Et troisième chose, c'est quand même, on peut l'espérer, le très fort mental d'Isaac Hadjar. Comme tu l'as rappelé, Olivier, pour se remettre de ce qui lui est arrivé en Australie directement et tout, enchaîner, c'est pas facile pour un jeune pilote. Alors après, Gasly, Albon sont des très bons pilotes et ils n'ont pas trop bien réussi, donc à voir s'il va faire. Le management n'était pas le même. C'est une nouvelle page d'histoire. À voir. On espère tous que ça fonctionne. Gaël, ton flop cette année?
Mon flop cette année, c'est Ferrari, parce que quoi qu'on en dise, c'est juste l'année, la catastrophe absolue. Alors, des statistiques, on en a plein. Ça faisait tellement de temps qu'ils n'avaient pas été aussi mauvais. 0 victoire, 4e au classement général, 1 victoire en sprint pour Hamilton. Et celle-là, moi, je boude pas mon plaisir. Je suis heureux et je trouve que ça a été le moment de l'année, 1 victoire en sprint. C'est pas dingo. Quelques belles poules quand même de Charles Leclerc qu'on a vu à l'écran. Oui, les belles pôles de Charles Leclerc. Mais en dehors de ça, Vasseur est arrivé en 2023, donc c'est vrai, au milieu de l'année, il a dit c'est bon, on laisse tout tomber. Mais en fait, cette année, il devait avoir des résultats. Son contrat, c'était de faire autre chose qu'une voiture qui ne tourne pas. Donc c'est un énorme échec. Il a été malin, à un moment, il a dit on arrête tout, et puis il va dire on se concentre pour essayer de ramener l'espoir sur 2026. On espère que ça va marcher, mais je pense sincèrement que si dans les 2 premiers mois de la saison 2026, il n'y a pas de résultat pour Ferrari, Vasseur, il va retourner chez un Grand Prix. Puis, en vrai, juste avant que Camillo peut-être défende Ferrari, en fait, ce qui augmente encore la frustration, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes en début de saison. C'est-à-dire qu'en fait, Ferrari, je pense que les fans de Ferrari, ils attendaient presque le titre cette année. Enfin, ils voulaient jouer le titre, il y avait le line-up de rêve, il y avait Hamilton qui rejoignait la Dream Team Ferrari qui était en dynamique. Je pense que beaucoup de supporters espéraient vraiment que c'était l'année Ferrari en fait. Et pour le coup, je pense que leur déception était à la hauteur de leurs attentes. Je sens donc Camille trépigner, mais avant de te donner la parole, quand même, mon flop également, c'est pas Ferrari, c'est la com de Ferrari. Je suis assez d'accord avec vous et notamment Guillaume. En début de saison, vraiment les espérances et la com étaient vraiment trop ambitieuses et ils espéraient vraiment gagner cette année avec d'abord l'arrivée de Lewis Hamilton et puis sur le papier, toujours selon la com, c'était l'écurie qui avait le plus fait d'efforts entre les 2 saisons pour faire progresser la voiture. Souvenez-vous, nouvelle suspension et j'en passais des meilleurs. Et on a vu que cette com, elle a été catastrophique puisque les ambitions étaient véritablement pas à la hauteur de ce que pouvait faire la voiture sur le terrain. Et puis, ils n'ont pas maîtrisé la com de leurs pilotes. Encore cette année, on les avait aboulés à quasiment chaque Grand Prix. Bon, on sait que c'est l'adrénaline, mais voilà. Et puis, on a vu même le dirigeant numéro 1 de Ferrari, John Elkann, péter un câble. Et puis, encore une fois, donc Camille, la com, pas une semaine sans une rumeur affolante de la presse italienne qui met le feu aux poudres. C'est une pétaudière à Maranello en ce moment. Alors, s'il y a un point sur lequel je ne suis que très moyennement d'accord, en fait, c'est la com. Pourquoi ? Parce que la com de début de saison était normale. Tu récupères le pilote qui aujourd'hui a le plus de titres, etc. Tu vas en faire quelque chose. Ferrari s'y est tout de suite retrouvé en termes de financiers. Donc, cette com-là me paraissait normale. Qu'elle ait alors suscité des attentes disproportionnées chez les tifosi, oui, c'est clair, même chez moi. Donc, voilà. Donc, la déception, elle est énorme. Sur la com de la suite, il y a quand même des bémols à mettre dessus. Qui allume les mèches en règle générale ? C'est pas la presse italienne, c'est la presse anglaise qui déteste Ferrari depuis des temps immémoriaux. Bon, après ça, maintenant que le Corriere dello Sport, etc., ait suivi le truc, oui. Maintenant, du bad buzz. Ils ont un peu soufflé sur les braises quand même. Hein. Comment ? Ils ont un peu soufflé sur les braises. Hein. Non mais vous êtes tout le temps sur Ferrari d'ailleurs. Que serait cette émission, toutes les émissions de Formule 1 sans Ferrari ? Arrêtez. La Formule 1 sans Ferrari est orpheline. C'est sûr. Mais oui, attends. Donc voilà. Donc je m'appesantis pas là-dessus. Martin, heureusement. Voilà. Non, ça va. Ce qui s'est passé avec John Elkann, oui, on en a parlé. Ça, pour un capitaine d'industrie comme lui, ça a été pour le moins bizarre, particulier, tout ce qu'on veut. Billard à 3 bandes, mais on n'a pas encore vu l'arrivée de la boule. Donc voilà. Donc question comme ça va pas. Question voiture. J'irai voiture, ça n'a pas été du tout. On a récupéré une voiture faite par quelqu'un qui a été envoyé maintenant chez Aston. J'espère que ça ira pour toi. Mais pour le ça, je crois qu'ils l'ont donné à Aston. Hein, et pour le reste maintenant, prenez-le, s'il vous plaît. Non, mais la saison était extrêmement pénible. Moi, j'ai dû prendre des médocs. On était en réparation des cloches à Maranello. Enfin, bref, non, on ne peut pas dire que ça a été. On a eu un feu de paille qui était la victoire de Lewis au sprint de Shanghai et puis plof terminé. Je veux dire, même la pole de Charles en Hongrie, on se demande d'où elle venait, mais en grande partie, je pense, de Charles, qui est vraiment un pilote exceptionnel, qui sait... Il n'y a qu'à voir à quel point la Ferrari est dangereuse, quoi. Quand il est sorti au Qatar, là, on se dit, waouh, le coup de raquette qu'elle a pris, ça va pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc, alors, est-ce qu'ils ont arrêté si tôt le développement ? Je n'en sais rien. Ça, on verra.
mais il vaut mieux que le futur projet dont on parlera tout à l'heure fonctionne, parce que sinon ça va être problématique. Allez, on continue avec les sujets qui fâchent, avec une flopée de flops en commun entre Guillaume, Alain et en dessous dans l'oreillette qu'Éric est également d'accord. Et on va parler, je crois, d'Alpine. Qui veut prendre la parole? Qui veut s'auto-flageller? Allez, on va parler avec Guillaume. Oui, alors pour le coup, si la déception est forte chez Ferrari, elle est évidemment aussi forte Elle est un peu chez plus attendue. Alpine. Elle est attendue, mais alors, disons que l'année dernière, c'était déjà pas terrible. Alpine avait terminé 6e au classement, et la saison avait été décevante, mais un peu sauvée par le double podium surprise au Brésil. On se rappelle de ce moment-là. Il y avait eu quelques éclats aussi. Je crois qu'il y a un podium à Zandvoort aussi. Enfin, je veux dire, c'était pas génial, mais c'était irrégulier, mais on était quand même là dans la compétition. Là, franchement, cette année, c'était un marasme. C'est-à-dire que, du coup, de la 6e place, maintenant, on est devenu dernier, 10e. Ouais. 22 points. En termes de points, en fait, il y avait 65 points en 2024, 22 en 2025, tous marqués par Pierre Gasly. Donc, il y a presque 3 fois moins de points. Alors, du coup, il y a 3 niveaux. Au niveau de la voiture et de la performance, Alpine est la dernière force du plateau. Ça fait quand même mal au cœur, avec très très peu de chances de marquer des points en raison de la voiture à quasiment tous les grands prix. Deuxième niveau, la gestion des pilotes, du deuxième pilote. Alors, Gasly, il fait ce qu'il peut et il a marqué 22 points et son talent permettait parfois à Alpine de faire une Q2 ou une Q3. Et ça, c'est vraiment le talent de Gasly. Bravo à lui. Encore une fois, il a un potentiel de champion du monde s'il a une bonne voiture. Il faut vraiment lui donner rapidement parce que les années passent et qu'il n'a jamais été en mesure de pouvoir jouer les victoires alors qu'il a le talent pour ça. Par contre, deuxième pilote, Jack Doohan, il fait 2-3 courses, il est écarté. Franco Colapinto, honnêtement, la seule chose qu'il a apporté de bien, c'est un peu les sponsors parce que c'est pour ça qu'il est là. Sur la piste, il n'a pas fait mieux que Jack Doohan. Mais il faut payer le salaire de Briatore. Ouais. Voilà, non mais donc cette gestion du deuxième pilote, ça n'a pas marché. Il y a eu 0 points. 0 points par Doohan, 0 points pour Colapinto. Donc c'est vraiment un désastre. Et 3e point, avant que je finisse, c'est symbolique. C'est un peu le moteur. C'est la fin du moteur Renault, d'une histoire d'histoire en fait de Renault dans le sport français automobile. Et évidemment, alors même si la décision a été prise avant, donc c'est pas cette année que ça s'est joué, c'est un peu le symbole mauvais qui fait que l'année où Alpine est 10e et dernière, c'est l'année où Renault part. Et pour tous les amoureux de la France, je l'espère, sur ce plateau et du sport automobile, c'est évidemment triste. C'est un crève-cœur, Gaël. C'est un crève-cœur, mais en fait, on peut assez bien le comprendre. Alpine, c'est un petit constructeur automobile, une filiale de Renault, qui n'a pas vocation à aller concurrencer Mercedes ni Ferrari. D'ailleurs, quand vous achetez une Alpine, vous n'achetez pas une voiture qui est capable de battre une Mercedes ou une Ferrari. Ce qui signifie qu'en fait, pour Alpine, être en Formule 1, ça suffit en termes de communication. Ils ont juste besoin d'être là. C'est déjà pas mal de faire quelques éclats. Vu le nombre de voitures qu'ils vendent et qui sont capables de produire, c'est pas très gênant. Et on a un peu l'impression que ce raisonnement, il est à tous les échelons. On a été chercher un vieux monsieur dont le dernier exploit en Formule 1, c'est d'avoir demandé à un de ses pilotes de se foutre dans le mur pour permettre à son autre pilote de gagner exceptionnellement un Grand Prix, qui n'est, j'ose à peine le dire, mais plus vraiment étanche, le Fabio Briatore, qui n'a pas fait un seul recrutement technique de l'année d'un ingénieur connu, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, l'année prochaine, je ne vois pas à quel miracle on peut s'attendre. Mercedes. Le moteur. Mais le moteur, il sera... Ça veut dire qu'il faut quand même que la voiture soit au moins meilleure que la celle de moitié de la Mercedes. grille va avoir un moteur Mercedes l'année prochaine, madame, messieurs. L'optimisme, c'est que Alpine a aussi arrêté le développement très tôt dans la saison pour se concentrer sur 2026. Donc on peut se dire que peut-être c'est le même discours l'année dernière. Oui, mais les efforts au niveau du châssis par les équipes d'Alpine et d'Enstone, combinés peut-être au moteur Mercedes qui est peut-être, hypothèse, le meilleur de tous l'année prochaine, on ne sait pas. Ça peut faire des belles choses, mais encore une fois, c'est hyper hypothétique. Moi, j'y crois pas, parce qu'en fait, Renault ne pouvait gagner que tant que l'écurie était complètement scindée de cette espèce d'énorme panier de crâne qui est Renault. Et donc, Alpine fait partie de Renault, Viry-Châtillon, tout ce monde-là, tout ça, ces gens-là passent leur vie à se tirer des balles dans les pieds les uns les autres. C'est des luttes de pouvoir interne. Malheureusement, ça, c'est Briatore qui avait appris aux gens de chez Renault à l'époque de la grande époque comment on pouvait s'en foutre plein les fouilles avec la Formule 1. Et maintenant, ils sont tous là à vouloir des
postes de direction, pour avoir du pouvoir, pour monter dans la hiérarchie, parce qu'on n'a que des gars qui ont beaucoup d'ancienneté chez Renault. Et sincèrement, je ne vois pas l'ombre d'un espoir qu'Alpine fasse quoi que ce soit. Et dernière chose, Luca De Meo aussi, qui était le patron de Renault, qui soutenait la Formule 1, et d'ailleurs qui avait ramené Briatore, il est parti. Il a vu du pognon ailleurs, il est parti. Il est parti chez Kering cet été, et c'est pas non plus évident que le nouveau manager. Les gars de Renault, ils partent pas de chez Renault juste parce qu'on leur propose pas de partir. Comme Meo l'a fait. C'est clair. C'est vrai qu'il y a une vraie interrogation aujourd'hui, à part Mercedes, aucune écurie, grand constructeur automobile arrive à percer en F1 récemment. Et c'est intéressant de voir qu'il y en a deux nouveaux qui arrivent, à savoir Cadillac l'année prochaine et Audi. Et donc la barre est haute, à savoir il faut vraiment laisser la main aux professionnels de la F1 et ne pas intervenir. On a vu que ça ne marchait pas avec Di Meo, ça ne marchait pas avec Carlos Ghosn auparavant. On verra. Allez, ça a marché avec Carlos Ghosn quand même. Ils ont été champions 2 fois. Oui, c'était Carlos Ghosn quand il était champion. Oui, bien sûr. C'était ce. Oui, il était déjà là, oui, il me semble. Allez, on parlait de communication. Tu voulais dire quelque chose, Non, je crois que c'était aussi Alpine, le flop de Alain, non? Alain, c'était ton flop également. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été dit. Ce qui est effarant, c'est la constance de l'échec, quoi. Cette saison, ça a été un encéphalogramme plat. Comme a dit Guillaume, quelques petites Q2, Q3, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Ça vaut du Minardi, du Leyton House, etc. Et donc, ça vaut pas une écurie qui dépend quand même d'un grand constructeur automobile. Et puis on parle de Red Bull avec un seul pilote, mais c'est pas mieux chez Alpine. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est pas. Sauf qu'il était dans le top 10 Il y a l'écart avec le midfield. C'est-à-dire qu'en fait, la 9e écurie, je sais plus si c'est As, je crois, ils ont presque 70 points, il me semble. En fait, il y a un gros écart entre les 9, enfin le midfield, et Alpine qui est vraiment bonne dernière. On aura l'occasion de suivre l'année prochaine Alpine, évidemment, dans cette émission chaque semaine. On parlait à l'instant de communication et d'erreurs de communication du côté de Ferrari. Il n'y a pas que Ferrari, Red Bull n'est pas en reste. Impossible de ne pas parler d'Helmut Marko et ses saillies verbales, pour le moins polémique. Le patron de la filière Red Bull quitte la F1. Il a annoncé juste après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Est-ce une retraite bien méritée à 82 ans ou une retraite anticipée? Telle est la question. Tu disais? Je disais que tout à l'heure, en parlant de Briatore, je parlais de vieux monsieur pas plus très étanche. Là, avec Helmut Marko, on a passé un échelon de plus. Un gap. Et c'est vrai que cette année, au final, même en termes de communication, il desservait l'écurie plus qu'il ne la servait. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il a eu une carrière extraordinaire, qu'il a amené plein de grands pilotes, qu'il les a avec une façon d'être humain qui est un peu difficile, tous les pilotes s'en sont plaints de sa façon de les traiter, mais là, maintenant, il était temps qu'il prenne sa retraite. On ne peut pas rester éternellement... Alors, officiellement, il prend sa retraite. Officieusement, c'est un peu plus compliqué. Officiellement, il raconte que la perte du titre, Marko, Helmut, que la perte du titre 2025... et la manière dont ça s'est joué à 2 points près a été un déclencheur émotionnel chez lui et qu'il a décidé de s'arrêter, que c'était le bon moment, d'autant plus que les nouvelles réglementations arrivent en 2026. On se rend compte, par exemple, Justine, qu'en coulisses, il n'y en a pas le même son de cloche du côté de chez Red Bull. Oui, on s'est rendu compte surtout qu'Helmut Marko il fait quand même pas mal d'erreurs. Il a eu des discours, il a beaucoup desservi dans ses propos l'écurie Red Bull. Il a essayé de signer des contrats, de ma compréhension, qui apparemment n'avaient pas été validés en interne. Donc il a signé des jeunes pilotes. Alors, les contrats... Blad du côté Racing Bull cet été, mais aussi... il y a qui? Non, il y a quoi? C'est Alexander Dune. Les deux, c'est Dune qui n'avaient pas été. Et les deux, il est allé un peu de son côté à la One Again et il les a signés parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est lui qui a. Sans le blanc-seing de l'Autriche et alors, je ne sais pas si c'était historiquement comme ça, parce que lui, c'était lui. Peut-être qu'il avait raison, et c'est lui qui avait lancé cette filière-là, donc c'est lui qui a repéré aussi des super pilotes, donc peut-être que c'était ses habitudes historiques, mais c'est vrai qu'il y a eu ça, et ensuite après il a tenu des propos, souvent il réagissait, il tenait des propos qui n'étaient pas validés. Récemment, notamment avec Kim, c'est lui qui a réagi sur Kimi Antonelli, le pauvre qui s'est pris une vague énorme de haine en disant que c'était de sa faute, qu'il avait laissé passer Norris pour les 2 points, justement, qui est faux. Et après Red Bull avait dû émettre un communiqué pour s'excuser et dire qu'en fait non. En fait, il était devenu un peu incontrôlable, et je pense qu'il n'y a peut-être plus les codes actuels aussi. La F1 est devenue un peu plus policée et politiquement correct, corrigé, et lui malheureusement il était encore un peu peut-être à la F1 historique, et il est très spontané, il est très vieux jeu, il était peut-être temps en effet de le faire partir, sauf que Max avait dit jusqu'à maintenant que si Marko partait, il partirait. Ce qui est intéressant, c'est que là Marko part, et je pense pas que ça va affecter pour l'instant en tout cas la position de Max. Donc Camille, il a signé l'année prochaine Arvid Lindblad, qui est le remplaçant de Isaac Hadjar chez Racing Bulls. Il semblerait que la direction autrichienne de Red Bull aurait préféré prolonger, faire revenir au sein de Racing Bulls
Yuki Tsunoda, ça a été un élément supplémentaire de désamour. Parce qu'il avait encore une année de contrat, normalement. Moi, je suis d'accord avec Justine, en fait, et le plus évident pour moi, c'est qu'il n'a plus les codes. Il n'a plus les codes de la Formule 1. Il ne faut quand même pas oublier que cette équipe s'appelle Red Bull. Ils font des canettes. C'est du marketing pur. Et là, une communication pareille aujourd'hui n'est plus possible. Et on peut se dire même quel sera son prochain dérapage, quoi. Parce que c'est des dérapages spontanés, ça vient comme ça. L'exemple de Kimi, enfin, c'est n'importe quoi, je veux dire. Il s'est pris une flopée d'attaques sur les réseaux sociaux. Voilà, mais c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis voilà, mais c'est un ensemble de choses. Et puis voilà, Horner parti, Marco parti, avec quand même Laurent Mekies qui a quand même très vite pris ses marques dans l'écurie, et ça a peut-être joué aussi. Voilà, c'est un ensemble de faits. Il y a une volonté de tourner la page, en fait, chez Red Bull. Oui. De tourner la page des années Horner-Marco. Alors, on va rien leur enlever. Hein. Ils ont construit une écurie magnifique, et ils ont des super carrières. Enfin, on va pas revenir à l'historique de Red Bull. Non, pitié, mais je veux dire, il faut rien leur enlever. C'est des immenses champions. Et ils ont fait gagner Red Bull. Il a propulsé Vettel et Max. À la fois Marco et Horner. Enfin, c'est des grands Marco, monsieur. C'est lui qui a créé la finish. C'est lui. Exactement. Mais oui, je pense qu'il y a une volonté chez Red Bull de tourner la page, de commencer avec un nouveau cycle. Ça tombe bien. Eric me souhaite dans l'oreillette qu'il n'a pas la même lecture, mais il aura l'occasion de le dire dans cette émission. Et puis, il a 82 ans quand même. Voilà, tu vois. Je veux dire, bon. Officiellement, selon une bonne source bien informée du monde de la F1, il était là pour contrôler Horner, point barre. Il n'a rien créé du tout. Mais passons. Ils ont décidé ensemble, Dieter Smith et lui, de recruter Horner. C'est clair. Oui, enfin, comment Horner, c'est aussi. On m'a raconté toujours dans l'oreillette qu'un jour, le patron de Red Bull a voulu virer Horner parce qu'il s'est rendu compte qu'Horner était à la fois touché de l'argent en tant que responsable de l'écurie Red Bull et des écuries sœurs de F2 et F3. Donc, il l'aurait mis dehors, je parle au conditionnel. Et il a dit, OK, si je m'en vais, Adrien Newey part avec moi. Donc, finalement, il est resté. Et on y a mis Helmut Marko sur le dos. Il faut quand même le dire, Red Bull gagnait aussi. Quand Red Bull c'était pas qu'il gagnait rien du tout. D'accord. Mais bon. Mais après, il y a eu 4 ans, ils ont. C'était toujours des tensions terribles. C'est plus difficile, en fait, de changer le management quand l'équipe gagne aussi. Donc, c'est plus facile à ce moment-là. En tout cas, une chose est sûre, il va. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, l'autre point qui est super intéressant, c'est cette histoire Alexander Dune. Il l'aurait signé et ça aurait coûté de l'argent à Red Bull d'annuler le contrat qui avait été promis à ce pilote prometteur de chez McLaren, et qui était chez McLaren. McLaren l'a viré. Et là, lui, il l'a dit, mais moi, je le veux, lui. Et donc, il l'aurait signé pour être dans le deuxième baquet de Racing Bull. Et c'est là que la direction de Red Bull a dit non, on va garder Lawson. À mon avis, il avait peut-être sur ce coup-là raison. Je pense que Dio n'était plus prometteur que Lawson et que le gars est assez bon. Et en plus, c'est un caractère, ce petit jeune. Mais la forme ne va pas. Il y va. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il va bénéficier d'une retraite dorée à 82 ans. On lui souhaite de pouvoir en profiter très longtemps. Environ 10 millions d'euros, selon le quotidien Bild. Ce qu'on appelle 10 fois moins que Horner. Oui, mais il a 82 ans. Voilà. Quand même. Et puis, un petit Hall of Fame, une carrière jalonnée de 2 phrases qui ont souvent dépassé la ligne jaune florilège. Moi, ma préférée, c'est celle-là. C'était pendant la période du Covid, souvenez-vous, c'était en 2020, je crois. Nous avons 4 pilotes de F1 et 8 ou 10 juniors. L'idée était d'organiser un camp. Bravo pour la référence. Et ça aurait été le moment idéal pour que l'infection se produise. Ce sont tous de jeunes hommes et en excellente santé. Ainsi, ils auraient été préparés pour le moment où la saison débute et pour ce qui s'annonce comme un championnat très dur. En clair, il voulait filer le Covid à ses pilotes. Ça se tient, Oui, et puis il a conclu, disons-le ainsi, ça n'a pas été bien accueilli par la direction, tu penses. Voilà. Alors, Sergio Pérez, alors il y a une flopée de citations, mais celle-là, elle est quand même sympa. Nous savons Pérez, a des problèmes en qualification. Il fluctue, il est sud-américain, donc forcément, dans sa tête, il n'est tout simplement pas pleinement concentré sur, comme pourrait l'être Max Verstappen ou Sébastien Vettel. Voilà, mais sud-américain ne peut pas être champion du monde, il a juste oublié Senna. La rigueur allemande ou hollandaise. Et puis, je dirais le scud le plus assassin, c'est pour ce pauvre Nick De Vries en 2023, alors qu'il était encore au volant de la Racing Bull. C'est l'un des plus grands échecs que nous ayons eu. Là, il a flingué sa carrière en une phrase, et puis c'était terminé pour lui. Il s'en est pas remis depuis d'ailleurs, parce qu'en Formule 2, et puis,
On l'a vu il y a 15 jours, lors du dépassement d'Antonelli au Qatar. La question, Antonelli a-t-il laissé passer Norris? Ça fait 2 fois qu'il laisse plus ou moins passer Lando. C'était tout à fait évident. Antonelli est désormais nos principaux concurrents. En Autriche, il a percuté à l'arrière et boum, menace de mort sur les réseaux sociaux pour Antonelli. C'est pas mal. Et puis là, il n'a pas pu s'empêcher, malgré qu'il soit parti de Red Bull, à propos du licenciement de Christian Horner. Une petite citation cette semaine. Eh bien, si nous l'avions fait partir plus tôt, nous aurions redressé la situation plus rapidement. Et Max Verstappen aurait été champion du monde cette année. J'en suis absolument convaincu. Voilà, jusqu'au bout, il enfonce le clou. Oui, mais bon, comme tu vas le rappeler ensuite, c'était quand même aussi quelqu'un qui a su détecter des talents et donner des chances. Notamment, on a vu à Max Verstappen, il a détecté à 17 ans dans le programme junior. Et on a parlé aussi de Vettel. Il a accompagné beaucoup de super pilotes. Il a eu beaucoup de titres constructeurs, de victoires, de podiums. Donc malheureusement, il a fait trop de dérapages. Et là, je pense qu'on en a vu vraiment encore un trop sur Horner cette semaine. Il était temps qu'il parte. Mais on lui doit beaucoup chez Red Bull. Allez, une nouvelle page se tourne, comme une nouvelle page va se tourner l'année prochaine avec une nouvelle réglementation. On en parle dans ce prochain chapitre. « 2026, ce n'est pas une saison de plus, c'est vraiment un reset total. Nouveau moteur, nouveau châssis, nouvelle philosophie de course. Tout change l'année prochaine. C'est la grande inconnue l'année prochaine. Gaël, on ne sait vraiment pas comment les voitures vont se comporter en piste. On ne sait pas comment les pilotes vont devoir se comporter également. Ce qu'il va falloir gérer la course et être à fond tout le temps. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qui change l'année prochaine, si tu peux le résumer brièvement? Alors moi, je suis pas forcément le meilleur pour je crois qu'il y a la gestion énergétique est encore plus complexe, avec en théorie 50% de puissance thermique et 50% d'électrique, alors qu'avant on était qu'à 30% d'électrique, donc on va augmenter la part de l'électricité. Et apparemment, on a du mal à produire cette électricité. Le moteur, tout le bloc moteur et la partie électrique vont beaucoup évoluer. Donc il y a la partie motoriste. Il y a la partie aérodynamisme qui va énormément évoluer. Alors, quel était le problème jusqu'à maintenant de l'aérodynamisme? C'est qu'au départ, dans les règles actuelles, ils avaient essayé de faire des règles pour qu'on n'y ait pas trop d'air sale. Vous savez, pendant toute la saison, on a entendu parler de l'air sale. Ça veut dire quoi, l'air sale? Ça veut dire que l'air, il est plat, et quand une voiture passe à travers, elle perturbe l'air. Et derrière, les voitures qui arrivent derrière, au lieu d'arriver dans un air plat, ils arrivent dans des perturbations. Donc, la voiture est beaucoup plus dure à tenir. Et donc, c'est difficile de dépasser. Au début, ça marchait plutôt bien au début de la saison avec la réglementation, au début de la réglementation actuelle, pas de la saison. Et puis, au fur et à mesure, les ingénieurs ont phosphoré et ont trouvé des systèmes à la fois sur les roues avant et sur l'intérieur des roues avant qui se sont mis, et sur l'aileron avant, sur les côtés de l'aileron avant, qui se sont mis à envoyer l'air sale sur les côtés. Avec des vortex. Alors que la philosophie de la réglementation était au contraire qu'on ne puisse pas envoyer l'air sale sur les côtés, donc que l'air sale reste juste derrière la voiture, de manière à ce que les voitures derrière puissent suivre ou être légèrement décalées. Là, ça a foiré. De plus en plus, ça s'est élargi, et ces derniers temps, c'était extrêmement dur de rester derrière une autre voiture, parce qu'on avait la voiture qui était dans des perturbations et qui, à la fois, tenait moins bien la route, et c'était devenu très inconfortable. Donc, la nouvelle réglementation, l'objectif, c'est justement qu'elle arrive à faire moins d'air sale, à tel point, ils ont confiance qu'ils ont supprimé le DRS, puisque le DRS était finalement pour compenser cet air sale. Et là, normalement, avec le nouvel aéro, on devrait s'en sortir mieux, en tout cas, donc devrait y avoir plus de dépassements. Donc une aérodynamisation, enfin il y aura 2 DRS en gros pour simplifier dans les virages, donc on aura le plein appui dans la ligne droite, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il y a les flaps, les ailerons qui pourront rentrer et offrir moins de résistance. Est-ce que c'est automatique? Il y a beaucoup d'inconnus, notamment en matière de gestion de course. C'est là où la principale inconnue, les pilotes ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, Camille, c'est vous le doyen de cette émission. On ne sait pas véritablement quels seront les effets de cette réglementation l'année prochaine. On sent beaucoup de scepticisme chez les pilotes aujourd'hui. De moins en moins, ceci dit. Quand mon cher ami George Russell dit « je crois qu'on va bien s'amuser », alors il est chez Mercedes, ça peut s'expliquer. C'est tout sauf un idiot, George Russell. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui est très fin, et j'ai plutôt tendance à le croire. Maintenant, comment ça va se passer, je ne sais plus, je crois que c'est Toto Wolff qui dit il est même probable qu'on passera dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas du tout. Parce que justement, il y aura cette fameuse gestion de l'énergie, donc au niveau modification du bloc moteur et de l'énergie apportée au niveau électrique, modification fondamentale, comme parlait Gaël, au niveau aéro, et comme tu disais, maintenant, il y a des ailerons mobiles, également sur l'avant.
Ce qui aussi va modifier un certain nombre de choses, parce que là, il y avait parfois du marsouinage qui se créait, parce que justement, on mettait du poids, enfin la voiture était quelque part déséquilibrée entre l'avant et l'arrière avec moins d'appui, l'avant avec beaucoup plus. Donc voilà, je crois que c'est un pari énorme. Moi, sincèrement, je ne mise sur personne pour l'année prochaine. Il faudra, parce qu'il y a quand même une rubrique chrono en fin d'émission. Mais regarde, on t'a préparé quelques citations, regarde, de quelques pilotes, à commencer par un pilote Ferrari, à savoir Hamilton. C'est vrai que Leclerc a évolué, lui, dans son approche, mais Hamilton, lui, il est plutôt prudent, dirons-nous. Je pense que c'est vraiment, je cite Hamilton, vraiment difficile de prédire comment ça va être. Je ne veux pas dire trop de choses négatives. Ça a l'air tellement différent, je ne suis pas sûr que vous allez aimer. Ouch. Mais peut-être que je vais être surpris moi-même et peut-être que ça va être incroyable, peut-être que doubler va être incroyable, peut-être que ce sera plus facile de doubler, je ne sais pas. Ouais. Il m'a l'air un peu paumé. On aurait pu résumer en peut-être bien que oui, peut-être bien que Ouais. non. Et Max, c'est un peu plus aussi. Ouais. Ah, Max, il enfonce le clou. Ouais. Mon avenir dépendra des nouvelles règles de 2026 et de savoir s'ils rendent la voiture agréable à piloter. Si ce n'est pas fun, je ne me vois pas rester Il ni est très plus cash. ni moins. Tu parlais de Toto Wolff. La vraie inconnue, c'est la gestion de l'énergie. La difficulté, effectivement, c'est que les constructeurs ont du mal aujourd'hui à stocker l'énergie pour que l'énergie électrique soit disponible sur un tour complet. Et la question, la principale, c'est celle que soulève Toto Wolff. Où le pilote va-t-il déployer son énergie? Qui est le mieux préparé? Je pense que la génération des pilotes de simulateurs aura un avantage dans ce domaine, pointait le patron de l'écurie Mercedes dans Beyond the Grid, le fameux podcast. Alors, est-ce qu'en clair, Mercedes, on en parlait tout à l'heure, est le mieux, l'écurie la plus en pointe? Est-ce que vous pensez qu'ils vont refaire le coup de 2014 lors du dernier changement de règle moteur avec l'arrivée de l'ère hybride? Tu en parlais tout à l'heure, Guillaume. Ouais, c'est tellement difficile à dire. Moi, je rejoins totalement Alain pour dire que on sait pas en fait. Enfin, on sait vraiment pas la hiérarchie potentielle de la grille en 2026. En fait, ce qu'on sait, c'est que c'est la première fois de l'histoire récente de la F1 où il y a à la fois un changement moteur et un changement châssis dans une nouvelle réglementation. On est vraiment dans l'inconnu, c'est un saut vers l'inconnu. Et effectivement, pourquoi on parle de Mercedes? Parce qu'on peut se dire sur la base des précédents. Quand on ne connaît pas, on se base sur les précédents. Et le précédent, on va dire, le plus récent et peut-être pertinent, c'est effectivement l'arrivée des moteurs hybrides en 2014, et c'est Mercedes qui l'avait le mieux réussi. Donc ça, c'est un premier indice. Il avait mieux préparé, surtout. Préparé, réussi. Et le deuxième indice, c'est de se dire que il y a beaucoup de moyens, beaucoup de ressources chez Mercedes pour potentiellement mieux aborder ce virage technologique. Mais à part ça, vraiment, c'est difficile de dire si ce sera Mercedes ou un autre constructeur qui va prendre le lead. Franchement, honnêtement, je le dis, je n'en sais absolument rien. Et ça va être passionnant de voir les premiers essais à partir de fin janvier, je crois, début février. Honnêtement, il faudra suivre ça avec attention. Ça va venir vite. Hein. Mais là, c'est très compliqué, en fait. Et pareil, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de fixation en mars. On ne sait pas comment les voitures peuvent évoluer. Ça se trouve, il y aura des voitures qui vont commencer avec un gros retard et il y aura une énorme marge d'amélioration dans la saison. Ça, c'est aussi possible. Donc vraiment, ça va être passionnant. De passionnant. par les performances moteurs. Ouais. La vraie inconnue, et je pense qu'ils en sont conscients, Justine, c'est... juste un petit mot, j'ai oublié. On a vu quelques images quand même de la nouvelle réglementation où il y avait les essais d'après-saison qui terminaient la saison donc à Abu Dhabi. On avait effectivement quelques constructeurs qui testaient ces nouveaux prototypes d'ailerons actifs à l'avant et à l'arrière. Il y a quelques images, notamment de Mercedes. Alors, c'est plus du bricolage, mais ça vous donne une idée que... Oui. A priori, Mercedes est la seule écurie qui, aux essais Pirelli, avait une version assez avancée de l'aérodynamisme. Ferrari aussi, mais c'était moins visible. 2026, c'était en tout cas là où ça se voyait le peu. Et c'est eux qui ont fait le meilleur temps avec Antonelli. Ouais. Donc, ça donne pas le signe que Mercedes a mieux préparé, mais ça donne le signe que le nouvel aérodynamisme a l'air d'être plus performant que l'actuel. C'est surtout ça. Ouais. Vu que c'est le seul à l'avoir testé, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils ne sont pas en retard. Et ça veut dire qu'a priori, le nouvel aérodynamisme marche mieux que l'actuel. Chez Red Bull, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi c'est compliqué parce qu'ils doivent cette année, en plus, produire leur propre moteur, même s'ils sont associés avec Ford. Hein. Oui, exactement. Donc ils sont très prudents. Ils sont très prudents. Ils n'osent pas trop en parler. Et normal, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc on a des premiers tests. Mais en tout cas, comme tu le disais, Max a l'air très mitigé dans ses propos et très lucide en disant, de toute façon, si la voiture ne marche pas et si je ne m'amuse pas et que je n'ai pas de possibilité de marquer au championnat... c'est terminé pour moi. Donc, beaucoup de pression, je pense, à tous les niveaux. Côté... Ou alors, c'est Mercedes pour moi. Ou alors, c'est Mercedes pour moi. En 2027. Bon, on verra.
McLaren, qui en parlait tout à l'heure, c'est l'inconnu également, parce que là, on remet les compteurs à zéro cette année. On ne peut pas profiter McLaren va dépendre du moteur Mercedes, déjà. Ouais. Mais admettons que le moteur Mercedes soit dans les bons moteurs. Ce qui est sûr, c'est que McLaren a toujours la même équipe qui, depuis 2 ans, a réussi à faire de la McLaren une voiture qui gagne. Et deuxièmement, c'est sans doute, avec Ferrari, l'une des 2 écuries qui a mis le plus de temps et d'argent qui a arrêté le développement pour se mettre sur 2026. Tu le crois vraiment Je crois que quand on joue le titre pilote, on peut quand même... moi, ça, j'en suis sûr. Ils avaient tellement d'avance qu'à ce moment-là, ils se sont dit, tranquille, on mise tout. Surtout que Zak Brown, c'est pas le dernier des joueurs de poker. Donc, il s'est dit, on a de l'avance, la bagnole, elle est meilleure. Ils n'ont pas imaginé que Red Bull allait progresser autant. Voilà ce que j'allais dire. Donc, je crois qu'ils ont vraiment une voiture qui est bien prête. Après, reste à savoir si le moteur va suivre. Ouais, la manière dont Red Bull a évolué en fin de saison est un signe comme quoi peut-être qu'ils ont tout misé cette année sur 2025 plutôt que sur 2026. Ferrari, pour paraphraser donc ami Charles Leclerc, c'est l'année ou jamais 2026. Hein. L'année ou jamais, où je dirais c'est une année où si ça ne va pas, il y a des têtes qui vont sauter tout de suite. Voilà, je le dirais plutôt comme ça. Parce que non, mais elles vont sauter tout de suite parce que en gros, si on s'aperçoit que Ferrari n'y est pas, moi je ne crois pas qu'on rattrapera beaucoup de retard sur une saison. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui jouent. On l'a vu en 2014. Hein. Ouais, il y a tellement de paramètres qui jouent. Et puis là, ce qui se passe chez Aston est quand même très révélateur. Newey a 2 énormes qualités. La première qualité, c'est celui qui lit le mieux les règlements. La deuxième qualité, c'est celui qui intègre mieux tout ce qui est power unit avec le châssis. Pour lui, ça ne fait qu'un tout. Et si on a loupé ça, si une écurie a loupé ça, elle est cuite pour la fin. Moi, je crois que les 4 premiers Grands Prix vont nous dire beaucoup, et il y aura peut-être des gros écarts. Et chez Ferrari, on verra. Il y a un truc. Il y a en tout cas. Brûle depuis. Même toi, tu n'y crois plus. Non. J'ai dit, si par contre, au début de la saison, ça ne va pas, ça n'ira pas sur toute la saison, il ne faut pas rêver. La deuxième chose que je dis, c'est la première fois depuis, mais extrêmement longtemps, je parle en dizaines d'années, que Ferrari décide de faire quelque chose de tout à fait neuf. Ferrari a toujours été une écurie qui avançait même plutôt en retard par rapport aux autres. Quand il s'est agi d'oublier le moteur à l'avant et de le mettre à l'arrière, Ferrari était un des derniers. C'est pas des inventeurs, Ferrari. Hein, c'est très conservateur. Et là, manifestement, le duo Serra-Vasseur a décidé de dire allez, on arrache tout et on va partir avec quelque chose de neuf. Le principe. Banco, hein. Comment ? C'est banco. Oui, c'est où on perd tout, on gagne tout. Voilà. Et c'est là qu'ils sont. Oui, et je voudrais terminer par rapport aux essais qui ont eu lieu et sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Gaël. En fait, l'histoire de l'aéro, non. L'essai était d'abord pour regarder quelle était la réaction des nouveaux pneus Pirelli, parce que les pneus sont nouveaux aussi, des nouveaux pneus Pirelli par rapport justement à cette évolution au niveau des ailerons. Alors, j'ai plutôt aimé ce qui s'est passé en termes de com chez Ferrari. Là, on s'est tu. On n'a rien dit. On a roulé beaucoup. Chacun avec un focus. Je vois que la com, c'est important. Hein. Ouais. Oui, mais c'est une des seules écuries qui a roulé avec ses 2 pilotes attitrés. Charles avec un rôle, Lewis avec un autre, et puis je parlerai du rôle de Lewis, et puis Beganovic qu'on a fait rouler. Lewis, chose intéressante par rapport à cette année-ci, c'est celui qui a le plus travaillé sur le développement. Y compris un nouveau volant qui lui convient. Donc voilà. On s'est tu, on n'a pas dit grand-chose. J'espère que c'est bon signe. Je suis impatient de voir si, du côté d'Aston Martin, si la magie Adrien Newey va opérer l'année prochaine. Justine. Non, j'allais dire également, quand j'essayais de me remémorer la saison de Ferrari, le fait le plus marquant de la saison, pour moi, c'était quand même la demande en mariage de Charles Leclerc à sa chérie. Tout à l'heure, quand tu disais c'était quoi ton top de l'année, je m'attendais à ce que tu dises c'est la demande de Charles Leclerc qui. Voilà. C'est vrai, c'est un message caché, ma chère Justine. Je plaisante, mais tiens, on le salue. Vivement l'année prochaine pour Ferrari. Si tu regardes cette émission, tu sais ce qui te reste à faire. Faut... Guillaume, c'est l'année ou jamais également pour Alpine. On peut vraiment s'interroger très rapidement, parce qu'on est très en retard, sur le fait si Renault va persister en F1 l'année prochaine, si ça ne marche pas avec le moteur Mercedes. Hein. Ouais. Et surtout qu'il y a des gens qui tapent à la porte pour prendre des parts. Après. Christian Horner. C'est difficile à dire. Je pense qu'effectivement, c'est une année charnière. Si Renault vend l'écurie, Renault a envie quand même de faire une bonne plus-value. Et de faire une belle opération. Donc oui, mais si Alpine performe mieux en 2026, ça sera encore plus attractif.
Donc autant on pourrait se dire, si Alpine marche bien, on a envie de garder, mais on peut aussi vendre, on va dire, au plus haut. Donc je suis pas certain que la performance... Enfin, je pense que dans les deux cas, si Renault veut vendre, ils vont juste profiter du prix meilleur si jamais la performance est meilleure que prévu. So box. Aïe. Box. Et l'heure est venue au moment que vous préférez, à savoir le quiz F1. Place maintenant donc à notre traditionnel quiz, vous savez le principe. Hein. Et c'est 4 indices, un pilote à trouver et à la fin, c'est Guillaume qui gagne. Non, c'est une question subsidiaire à la fin qui permet de départager nos champions du jour. Cette semaine, c'est un quiz spécial pilote et écurie championne du monde. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Premier indice, je suis un pilote champion du monde, bien sûr. Je suis le dernier champion du monde à avoir remporté un titre sur les pneus Bridgestone et le premier à avoir remporté un titre sur les pneus Pirelli. Schumacher. Non. Hamilton. Bah, tu peux répondre qu'une seule fois. Indice numéro 2. Alors, je suis très nul en allemand. Hein. Du bist Westminster. C'est ce que mon ingénieur de course a hurlé quand j'ai remporté mon premier titre. Il est allemand, forcément. Pilote allemand, champion du monde. Vettel. Non, c'est pas Schumacher. Ah, Vettel. Et Sébastien Vettel. Ok. Bonne réponse, donc Camille. Sébastien. Comment ça va la régie? Est-ce que vous êtes au taquet? Oh là là, quel enthousiasme. Méga fun. Alors, je crois que ça fait 2 points pour donc Camille, si je ne m'abuse. Aïe, aïe, aïe. 2 ou 3? Oui, c'est ça, 2 points. Et je reste... C'est plutôt 3 points, il me semble. 3 points. Et je reste à ce jour donc le plus jeune champion du monde, disons-le, ayant remporté mon premier titre à 22 ans seulement. Max Verstappen, c'était à 24 ans. Ouais. Et je suis le favori pour remplacer Helmut Marko chez Red Ouais. Bull. Enfin, en tout cas, c'est mon favori. Soi-disant. On verra. Question numéro 2. Je suis une écurie championne du monde. Je suis une écurie britannique. Ok. Trop dangereux. Je suis équipé du moteur Mercedes. McLaren. Non. Ouais. J'ai remporté Du moteur mon quoi? Mercedes. Williams. Ah oui, mais Tu peux faire qu'une seule tu fois. peux répondre qu'une seule fois. J'ai remporté Gagne, reviens, mon démarre. dernier titre, Vas-y. donc Camille, Justine. Non, mais J'ai c'est- remporté mon dernier titre, constructeur Ouais, en il est pareil. 19... Mais non, mais on n'a pas fini, les garçons. Bah oui, C'est l'image. il a balancé. Mais là, on me le donne, là. Ouais. Bah, on avait annoncé la réponse. Ah oui. donc. Mais non. Ah, oui. Mais non, Bah Non, non, mais là, on c'est peut pas. Williams, et puis voilà. Oui. point. c'est Allez. Williams, c'est donc Merci, Gaël. et un certain El Matador fait partie de mes pilotes. Ouais, ouais. On n'a pas beaucoup parlé de Sainz, mais j'avoue que C'est vrai il a fait une a belle, fait une belle très bonne saison. Mais Albon a On terminé a avant parlé lui. hein. de pilotes sous-estimés avec Russell et Sainz. Ouais. Je pense Ouais. qu'on- Moi, je suis on très tient fan de les- Sainz. Donc ça fait quoi, la régie? Du coup, je suis paumé Alain, avec tout ça. Alain domine tout le monde avec 6 points. Ah bah non. Ouais, en répondant le dernier à chaque fois. Bon. Ah oui. Mais du coup, Est-ce là, qu'on accorde les Mais non, points mais à là, Alain non, Moi, là, je voulais mais donner là, que 3 points à J'ai dit Alain. Williams, ouais. Là, peut-être Ouais. pas. Non, on oublie celle-là. Je suis un pilote champion du monde. Et ça remonte pas à hier, hein, je vous Ah. assure. Je suis un pilote italien. Comment? Et champion du monde? Ouais. Farina. Oh là là, non, Ascari. Giuseppe Farina, bonne réponse de Guillaume Guillaume Pommier. Je J'étais aux téléphone, commandes hein. d'une Alfa Romeo, j'ai remporté 5 Grands Prix et je suis le premier champion du monde de l'histoire de la F1. Regardez. J'avais compris le dernier. Non, mais excuse-moi. Giuseppe. Ah non, T'as je vas-y suis le dernier. Non, je suis Ok. un pilote champion du Il n'y a monde. même pas de ni premier ni dernier. Commencez pas à inventer des choses, monsieur, dans Camille. Hein. Allez. Comme les Italiens, ils négocient tout. Ah. Combien ça fait en régie? Et l'année dernière, vous avez un petit peu volé Gaël. Hein. Je n'annonce pas, mais vous l'avez un petit peu volé. Hein. Non, jamais, Au jamais. montage, on s'en est rendu compte. Hein. Oh. C'est vrai? Ouais. Alors, C'est les aléas pour du une direct. ouais. 4 points pour Guillaume qui prend la tête devant Alain. Voilà. 4 points contre 3, c'est ça? Et parce que parfois, il faut C'est le VAR, exact. hein. Je suis une écurie championne du monde. J'ai remporté le titre avec un moteur Ford avant de produire mon propre moteur. J'ai remporté mon titre avec un moteur Ford avant de produire mon propre Benetton. moteur. Non. Redis un peu. J'ai remporté le titre avec un moteur Ford avant de produire mon propre moteur. Tyrrell. Jackie Stewart et Jean-Pierre Tyrrell. Beltoise ont fait Non. partie de mon écurie. J'ai dit non à Tyrrell. T'as dit Il non à reste- il reste Tyrrell? que Non, mais. Justine. ouais, Matra. ouais. Jackie Il reste que Stewart Justine. et Jean-Pierre Il reste que Beltoise Non, mais ont moi, fait, j'ai pas Ah la ouais. connaissance. Ça. et fait partie de mon écurie. Il a cité la marque. Ouais, Matra. C'est Oui, un... oui, mais vous l'avez dit tous les deux.
Non, mais c'est pas grave. J'ai pas dit. Mais si, Matra, mais j'ai aucun. j'ai C'est remporté toi. le titre sur l'avant-dernière course de la saison. Je suis le première écurie française championne du monde. Mais oui. C'est l'écurie Matra, ce n'est pas l'écurie Bien, Renault. Justine. Eh C'est ben, Justine donc, quand c'est même qui Ben l'a. oui, Mais non, non, parce tu n'as que pas le droit de répondre. Mais T'as j'ai- le droit- Si, Tu peux pas répondre t'as deux répondu fois. Tyrell au départ. T'avais dit Tyrell. Ouais. Ah, c'est fini, oui. C'est incroyable. Donc 2 points pour Justine, la Non, je régie. remarque pas de Mais points. si, si, Mais si, non, si, c'est pas si, moi si, qui- si. Ah bah non, on arrête Justine, là. c'est bien ça, ça Mais fait 2 points pour oui. Justine. 2 points pour n'importe Justine, quoi. c'est exact. Voilà. Allez, vous allez vous Tu rattraper. mérites de comme gagner, si on ça fait m'entendait 3 pas. fois que. À chaque fois, tu donnes le mauvais premier. Je suis un pilote champion du monde. J'ai été titré 3 fois champion du monde en 1959, en 1960 et en 1966. Non, c'est pas Ah, 59, le papa de Démoné. non. 60 et 66. 59, 60, 66. Jack Brabham. Jack Brabham, bonne réponse de Don Camille. Bravo. Je suis un pilote australien. Je suis un des rares pilotes à avoir couru avec une voiture portant mon nom, la Brabham. Et je porte le même nom qu'un rookie australien sur la grille de 2025 qui n'a pas brillé, à savoir Jack Brabham. Regardez la gueule du casque à l'époque, ça fait un petit peu peur. Hein, c'est clair. Il avait de grosses oreilles. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, je crois que c'était un casque hérité de l'Air Force, hein, en l'occurrence. Ça donne quoi en régie? 7 points pour Alain qui prend la tête devant 7 Guillaume points. avec 4 points et Justine Lui, 2 4. points. Gaël, on t'attend. Gaël, on t'attend. C'est encore faisable. Il reste une question subsidiaire. Je suis une écurie de Formule 1, championne du monde. J'ai remporté, premier indice, 2 titres de champion du monde. J'étais titré 2 fois. Une écurie. J'aurais pu remporter le titre plus tôt si mes concurrents n'avaient pas triché avec une essence non conforme. Renault. L'écurie Renault. On est arrivé en F1, on me surnommait ma monoplace, la théière jaune. Et j'arrête cette année de produire mon propre moteur, hommage à Renault. Et le dernier titre, vous l'avez à l'image, et c'est le flamboyant Fernando Alonso. T'as vu Mais il n'y a pas le. que 2 titres pour nous. C'est que Deux 2 titres, titres ouais. pour Ils Renault. étaient motoristes, mais en tant que constructeur. En tant que constructeur, oui. T'as vu Écurie, l'Instagram écurie. de. Vous avez vu l'Instagram de Gasly qui a fait un poll, un questionnaire pour demander à ses followers s'ils préféraient que les couleurs soient jaunes et bleues pour revenir à la voiture de e-mode que tu mettais. Ouais. Moi, je préfère. Et tout le monde a voté, je crois qu'il y a eu 80% qui ont dit Mais oui, on depuis aimerait bien. Il a Renault, dit maintenant, les gens vont me détester dans l'écurie, mais Bah oui, est-ce c'est que ça vous l'écurie manque pas? Renault. C'est Bah plus oui, Alpine. évidemment, on adorait. C'était. Ouais. Ouais. Je crois que c'est une victoire de Camille en régie. Non, non. Non, c'est Guillaume qui a dit Renault. C'est où Guillaume. C'est Guillaume. ou Gaël Ah, bravo, C'est on vrai. applaudit Guillaume. Ouais, c'est Guillaume. Guillaume. Attention. Oui, mais du coup, on est. Ça va, la tradition est respectée. Mais Il non, y a mais une c'est- question on est subsidiaire, égalité, mais Ça Ah, fait mais 3 non, points, t'es on passé est à devant. égalité. Ah bon Il me semble qu'il y a 7-7, ouais. il y a 7-7. Waouh. Alors, il y a la question subsidiaire. Les Autant pour tirs moi. au but. Attention, question bien précise. Sur un champion du monde, combien de courses a remporté Keke Rosberg durant sa saison où il a été titré en 1982? Waouh. Et combien de paires de Alors, vous chaussettes allez, il a utilisées dans l'année vous allez me souffler à l'oreille. Je t'écoute. Ah non, tu Il y en a eu rigoles. moins, Ah, elle a dit 17. Bah vas-y. non, c'est beaucoup trop. Combien, toi? Je sais, je sais même pas Ah, combien il y a de grands- à réponds, l'époque, il y avait moins de Guillaume. Grand Prix, non Ouais. Il y avait beaucoup moins de Grand Prix. Allez, le titre est en jeu, Guillaume. Bah, 4. 4. Ah ouais. 5. Donc, Camille. C'est 1 ou 0. Et ce qui a Comment- fait qu'il y a eu un changement d'attribution de points après. C'est bonne réponse Ah, de Don bravo, Camille. bravo, C'est bravo. une victoire et c'est la victoire de Don Camille sur le fil. Bravo. Magnifique, magnifique. De toute beauté. Je me suis un peu emporté avec donc. Moi, j'ai pas réfléchi. Il ne gagne pas toujours à la fin. Ça va, Guillaume? On te sent, on te sent. Ah, Je suis un peu. Abattu. Ouais, ouais, un petit peu abattu. C'est Max Mais Verstappen. pas grave. Manque de constance, si je peux me permettre, Ouais. Guillaume. Tu vois, moi, je fais en sorte, tu vois, je suis Je toujours au sens- même niveau. Quoi. C'est un peu Moi aussi. Victoire. C'est Enfin, Piastri on a un peu entendu. face à Lando Mais Norris. je suis très heureux de laisser la victoire à Don Camille. Ah. Allez, on vous passe à la rubrique chrono. Une remarque, donc, Camille. Remarque Oui. À quel sujet? Je sais pas, tu me dis qu'il y a une rubrique chrono. Ben oui, il y a une rubrique Ah chrono. oui, parce on qu'on a été tellement excellents cette saison-ci. Bah oui, et puis il y a magnifique. surtout une rubrique Magnifique. chrono parce qu'on a un sponsor. Et ce sponsor, Ah oui. c'est Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs de bonus exceptionnels. Vous connaissez la formule, un bonus numéro 1. Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo AURELF1. Alors, comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code AURELF1 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire sur winamax.fr
et renseignez le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo. Et vous pouvez le faire dès maintenant, même si la saison n'a pas encore commencé. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Et je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir. Ce n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax de soutenir On refait la F1. Alors, je sais que la saison est terminée. Je sais que c'est difficile, mais quels sont vos favoris pour 2026 ? Et je vous demandais votre favori, l'écurie pour 2026. Et on commence avec Guillaume. Pour toute la saison ? Pour toute la saison. L'écurie championne du monde. Compliqué. Hein. Ben oui. Championne. Mercedes. Mercedes. Tu prends pas de risque. Justine. Red Bull. Ah non. Si. Ça va être difficile quand même, Red Bull. Mais On c'est sait- bien. On n'en sait rien. Avec Adjar et Max, il y a peut-être des chances. Ah, mais le moteur. Il y aura deux moteur. pilotes cette fois. Est-ce que tu penses que McLaren va rééditer cette année malgré le changement de réglementation Ouais, Gaël. je pense que c'est jouable. Moi, je dis McLaren. Parce qu'ils se sont préparés depuis longtemps. Donc Amir. Bah, c'est une question religieuse que tu me poses. C'est évidemment Ferrari, mais je risque de me prendre le mur sur la figure. Mais non, je dis Ferrari. Et moi, je pense que l'année prochaine, l'écurie championne du monde, ça va être... Aston. Aston Martin. Non, je pense que ça va être Ferrari. C'est vrai. Je vais mettre une petite pièce sur Ferrari. Ouais, je pense que... J'ai ouais. pas vu venir celle-là. Bah ouais. Mm. Et Oui. on verra. Rendez-vous dans un an. Et quant à Aston Martin, je suis impatient de les voir, mais je pense qu'ils ont besoin de plusieurs saisons pour atteindre le niveau. Mais on va voir. Avec Adrien Newey. Je serais ravi que Fernando termine sa carrière sur un titre, bien sûr. Bon, C'est peut-être l'année ou ben, jamais aussi pour Fernando. Hein. Ouais. C'est vraiment l'année prochaine. allez, en tout cas, c'est la fin d'On refait la F1. Avant, encore une fois, je voulais vous remercier. 5 millions de vues, donc ça méritait un petit coup de champagne. célébration. Merci, Bravo. donc Camille. Merci à tous pour votre J'essaie soutien. de le faire Si tu veux, rapidement. je vais le faire moi parce que j'ai l'impression que. Mais non, Et je puis, suis moins habitué c'est- de toi de faire péter le Orange champagne. papaye, Olivier. Ah, mais Ouais, les papas bah oui, Yaouz. oui, non, mais vous avez Ah, vu, il y a surtout, les merci à couleurs, donc Camille McLaren, pour le geste. ça, Yaouz. c'est la... Merci pour le geste. 5 millions de vues. On se disait, tiens, on va faire 100 000 vues cette année. Eh ben non. Merci de nous écouter. Par rapport à messieurs. la télé, là, de pouvoir boire du... Petite faire Allez. péter la roteuse, là. Ah ben oui, ça, on tâche est du bien bois, sur mon les cher réseaux, ami. là, comme ça, j'aime bien, moi, ça. Alors, Allez, attendez. est-ce que tu vas y arriver? Je vais y arriver. J'essaie de pas trop asperger le studio quand même parce que je suis sûr, on peut pas faire comme un F1. Je vais pas faire comme Lando Norris. Par terre. Attention. Un petit peu. Et puis, fait tomber l'ordi aussi. Ouais. La lande Norris. Allez. Santé à Max et à cette super Voilà, saison. ça c'est fait. On Pour demande 5 millions, bah Allez, hop. écoute. Merci à tous. Un verre par Et million, du coup, c'est ça Don Camillo, qui est en duplex, ne pourra pas Mais boire avec nous. Merci tu vas voir que beaucoup. j'ai un système de Ouais, téléportation. mais- C'est très Ah, rapide. d'accord. Voilà. Les progrès de la merci, technologie santé. sont assez impressionnants. Merci Ah beaucoup. oui, oui. tu vas voir. C'est rien de le dire. Je vais même aller en régie, tu vas voir, ça va être fabuleux. Je me sers. Alors, vous restez sur le Allez. serré et je vais aller voir. Donc, Camille, je prends l'ascenseur, prendre. Voilà, je reviens. Tu te Ah, venez là, téléportes. venez Je là, me téléporte, parce qu'ils donc, ont Camille. de faire. Téléporte. Voilà. Et me voilà. Ouais, Bonjour, tout donc se Camille, réclame. comment ça Oh va là là, bienvenue. Non, moi, je bienvenue. reste avec Vraiment, eux. C'est toi qui Maradona m'as est fait à Magnifique. 2 pas de la rue de la Ah, il est, Boétie. Mais il est oui, en oui, Italie. oui, oui. Il est en Italie. Magnifique. Et il va faire un petit coucou à la régie quand même. Ils sont Ah ouais. perdus à la régie. Ils sont là. Ah, comment ça va la régie? Bon, bah merci. Alors, Santé aux 5 millions. Ah, j'arrive. Ah oui. Alors, est-ce Ah que vous avez oui, des non, verres? non. Ouais. Santé. Vous avez Merci pas- pour non, mais ton attendez. commentaire d'amour. Bon, je vous laisse la bouteille et je retourne bosser. Hein, Il est parce bon, que- hein. Il est très bon. Il est très très bon. Ça, on sent qu'il vient d'Italie. Le Un petit Prosecco. Prosecco tout simple. tu vois, ouais. Alors, je Grazie rentre mille. par l'autre côté. Il n'y avait Je pas vais de passer. champagne anglais, donc... Grazie mille Voilà. pour ce beau Prosecco. Ah. Merci Olivier pour l'animation. Merci, hors Olivier. pair Merci de cette Olivier. émission. Bravo Olivier. Olivier. Merci. À toute la régie. Alors, merci à vous en tout cas Merci à la régie. de votre Merci à la fidélité, régie. ça nous fait plaisir. Nous, on fait ça pour le plaisir. En plus, il y a des gens qui regardent, on est ravis. C'est la fin de refait la F1. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre la saison. Si on la reprend dès les premiers essais hivernaux à Barcelone, dès la fin du Il y mois de aura des choses janvier. à dire. Il y a des choses à dire. Bah, ça va être compliqué parce que tu sais qu'elles ne seront pas télévisées. Hein. Ça va être sous huis clos. Donc on verra. De toute façon, on n'a pas d'extrait, alors c'est pas grave. Une chose est sûre, le bilan d'On refait la F1 va bien. On vous l'a dit, 5 millions de vues encore. Merci beaucoup. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner. C'est important. On est un peu en déficit d'abonnés. Donc allez-y. Aussi bien sur la chaîne YouTube que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Et puis n'oubliez pas le petit pouce. Ça fait toujours un plaisir, n'est-ce pas, Justine? Ouais, on adore les pouces. Allez, rendez-vous en mars. On verra.